Nous avons le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois pour cette série Parcoursup Jérôme Teilhard. Quelques mots rapidement. Jérôme Teilhard, vous avez été directeur adjoint du cabinet du ministère des Droits de la Femme et porte-parole du gouvernement. Vous avez été directeur du cabinet adjoint aussi au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous avez été et vous êtes inspecteur général de l'administration de l'Éducation nationale, de la recherche, au niveau du ministère de l'Éducation nationale et du MESRI, donc l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, et plus particulièrement, vous êtes chef de projet en charge de Parcoursup, donc au ministère de l'enseignement supérieur. Nous avions déjà fait une intervention au niveau de Parcoursup donc au mois de décembre dernier, où nous avions fait un petit peu la première phase de Parcoursup, la présentation, le calendrier, et donc là, nous abordons la deuxième phase. Je répète également, avant que je vous laisse la parole, Monsieur Teilhard, que ce webinaire est enregistré. C'est pour cette raison que les caméras sont coupées pour des questions de droit à l'image. Vous pourrez revoir ce webinaire soit en passant par le centre ressources de la Fédération, sur la chaîne YouTube de la Fédération. Et donc, les questions sont à poser sur le chat. Nous ferons des pauses à des endroits bien déterminés de façon à répondre à vos questions et nous ferons le relais de vos questions. Je vous laisse la parole, Monsieur Teilhard. Je vous remercie. Très bien. Écoutez, un grand merci pour votre accueil et bonjour à tous les parents qui sont présents ce matin. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour d'horizon sur Parcoursup avec au départ un petit focus sur quelques questions générales et puis ensuite on fera le focus sur cette deuxième phase qui est celle qui occupe le moment avec des petits temps d'interruption pour que vous puissiez poser des questions et que je puisse y répondre. Alors, si ça vous va, je vous propose qu'on commence. Alors, si on se tourne des slides, d'abord quelques rappels sur ce que fait Parcoursup, ce qu'est Parcoursup et ce que ne fait pas Parcoursup, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Donc, si côté les collègues de la PEP, on peut faire, on passe à la slide 1. Idée. Ça vous va? Pour l'instant, je suis toujours sur la. J'ai l'impression d'être toujours sur la page d'accueil, moi. Vous n'allez pas dire qu'on a un problème de connexion maintenant? Alors, écoutez, je peux commencer, puis ça va se régler. Je pense, oui. Alors, d'abord, qu'est-ce que fait Parcoursup? Parcoursup vous montre l'ensemble de l'offre de formation post-bac des formations supérieures, y compris des formations en apprentissage, avec des formations qui sont et des titres dont les diplômes ou certifications sont reconnus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que c'est important d'y passer un petit peu de temps parce qu'il y a souvent beaucoup de questions autour de cela. Il y a à la fois des diplômes nationaux qui sont portés par l'enseignement supérieur et qui font l'objet d'une reconnaissance de ce diplôme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ça permettra, au-delà de ce diplôme, d'avoir une poursuite d'études. Par exemple, vous avez un bachelor qui vaut grade licence, ça permet, le cas échéant, ensuite de faire un master et de candidater pour des masters. Et puis, dans les formations en apprentissage, ce sont des formations qui sont à la fois reconnues par ce qu'on appelle le registre national des certifications professionnelles et en même temps des formations qui ont un label délivré par le ministère du Travail qui s'appelle le label Calliope. Alors, est-ce qu'il y a des formations en dehors de Parcoursup? La réponse est oui, mais ces formations, le titre ou le diplôme n'est pas reconnu par l'État. Alors, ça ne veut pas dire en soi que c'est nul, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas les règles de reconnaissance par l'État. Donc, il n'y a pas de garantie de poursuite d'études au-delà de ce diplôme. Et puis, deux, je le dis aussi parce que c'est la réalité, il y a certaines pratiques commerciales portées par des formations en dehors de Parcoursup qui sont, comment dire, on va dire,
insistante. Je ne sais pas si c'est le bon adjectif, mais par exemple, on demande des acomptes, alors que sur les formations qui sont sur Parcoursup, on ne vous demande jamais d'acompte. Donc, s'il y a des questions là-dessus, je voudrais bien y répondre tout à l'heure, mais je voulais juste faire ce petit topo. La deuxième chose, c'est que Parcoursup est là pour simplifier le dispositif et vos démarches, c'est-à-dire Parcoursup, c'est une seule plateforme, un seul calendrier unique pour les formations comme pour les élèves et un seul dossier à constituer. C'est cela l'élément important. Parcoursup, c'est aussi un cadre de présentation homogène. Toutes les formations sont présentées de la même manière. J'y reviendrai dans mon propos. Troisième élément important, et notamment pour cette deuxième étape que l'on va franchir ensemble, c'est la liberté de choix. Parcoursup n'impose en aucun cas de hiérarchiser ses vœux au moment où on les formule, mais Parcoursup vous propose et vous aide à choisir vos vœux sans que vous ayez à les hiérarchiser. Ça ne veut pas dire que dans la tête de chacun de votre enfant, fils ou fille, ils ne doivent pas avoir lui-même sa réflexion sur qu'est-ce qui est plus important pour moi, qu'est-ce qui m'intéresse davantage, mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation de hiérarchiser. Et au moment des choix de formation, quand on sera au mois de juin, eh bien, les élèves ont toujours le dernier mot pour choisir. C'est important et ça fait partie des priorités de la plateforme. Quatrième principe de la plateforme, c'est la transparence des informations, de manière à vous permettre d'estimer en quelque sorte vos chances et puis en même temps d'affiner votre projet d'études. Cinquième point, l'accompagnement personnalisé, c'est un point très important qui veut dire que vous n'êtes pas tout seul dans la procédure et que nous avons un accompagnement qui se fait d'abord en proximité au sein du lycée, mais qui se fait aussi via la plateforme et via l'ensemble des outils de la plateforme. Il y a une rubrique contact dans la plateforme Parcoursup. Il y a en même temps, ça y est, on y est, merci beaucoup. Donc c'est la slide suivante, la 3. Et puis sur les réseaux sociaux. Et puis dernier point, prise en compte des profils pour favoriser l'égalité d'accès et de réussite des étudiants. C'est très important. Parcoursup est une plateforme pour faciliter la production de vœux, mais Parcoursup est aussi une plateforme qui porte les ambitions qui sont celles de la loi de mars 2018, à savoir donner une priorité d'accès. Donc, si on peut être sur la slide 3, donner, voilà, parfait, une priorité d'accès aux lycéens boursiers du secondaire, permettre des priorités d'accès des bacheliers professionnels vers les formations de BTS, permettre des priorités d'accès des bacheliers technologiques vers les formations en IUT qui sont là où ils réussissent le mieux. Et puis, je pourrais y revenir, une prise en compte finalement des besoins particuliers qui sont ceux de candidats en situation de handicap ou de candidats sportifs de haut niveau ou artistes confirmés qui ont évidemment des problématiques particulières. Si on va sur la slide 4, je vous ai parlé de l'ensemble des formations. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Hop, juste celle d'avant, parfait. À la fois des formations, ce qu'on appelle sous statut étudiant, une très grande diversité avec les formations de licence, mais aussi les formations dites sélectives que l'on retrouve, classe prépa, BTS, IUT, formation du travail social, institut d'études politiques, des formations en apprentissage, et puis, quel que soit, et c'est ça qui est important peut-être à retenir aussi pour nous tous, c'est que, quelle que soit la nature de la formation, le cadre de présentation de la fiche formation est toujours le même. Il y a 6 rubriques, j'y reviendrai un peu après, mais ça vous permet finalement de comparer. C'est ça l'enjeu de cette homogénéité dans la présentation des formations avec les informations essentielles. J'y reviendrai un peu après. Les formations en apprentissage sur la slide 5, qu'est-ce que c'est? Les formations en apprentissage, j'en ai près de 9000. Qu'est-ce que ça veut dire d'être apprenti? Ça veut dire être étudiant, mais être aussi salarié. Ça veut dire qu'on alterne une formation pratique chez un employeur et une formation théorique auprès d'un établissement de formation qui est le centre de formation en apprentissage. À la fin, vous avez exactement le même diplôme. Un jeune qui veut passer un BTS métier de la chimie en sous statut étudiant, il fait 2 ans dans un lycée où il se forme. S'il fait le même BTS métier de la chimie en alternant sa présence dans un centre de formation d'apprentis et chez un employeur, au bout de 2 ans, il aura un BTS métier de la chimie. Ce qui est important, on le retient, c'est que, l'apprentissage, par nature, c'est la signature d'un contrat d'apprentissage avec un employeur et donc il faut rechercher un employeur d'apprenti.
Et puis, n'oubliez pas, les établissements vers lesquels vos enfants vont candidater en apprentissage, eh bien, ont une mission d'accompagnement des candidats pour trouver un employeur. C'est un point important. Là aussi, je pourrais y revenir s'il y a des questions. Alors, au point d'étape où on en est, slide 6, Parcoursup, c'est à la fois rechercher des formations en utilisant des mots-clés. Il y a un moteur de recherche, vous voyez une illustration sur la petite photo, mais vous pouvez y aller sur le site parcoursup.gouv.fr et vous allez cliquer en haut, carte des formations, vous accéderez à ce même moteur de recherche dans lequel vous pourrez trouver, rechercher des formations en utilisant des mots-clés. Par exemple, chimie, par exemple, prépa, enfin, ce que vous voulez, mais aussi des mots-clés géographiques de votre ville, votre département, votre région, qui vous aident finalement à cerner ce qui vous intéresse et puis le centre d'attention. Vous y verrez retrouver sur cette fiche formation le taux d'accès, qui est un élément important qui mesure est-ce que cette formation est très demandée, est-ce que cette formation est peu demandée, j'y reviendrai après. Et puis, vous pouvez zoomer sur la carte pour affiner votre recherche, soit pour un type de formation, soit par rapport à une zone géographique. N'oubliez pas, vous avez des filtres aussi qui peuvent être utilisés. Par exemple, je ne veux voir que des licences, je ne veux voir que des formations publiques, je ne veux voir que des classes préparatoires avec internat. Voilà. Tout cela est sur le moteur de recherche Parcoursup pour vous aider à trouver votre formation. Lorsque vous êtes sur cette fiche formation, si on peut venir page slide 7, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve un certain nombre d'informations, comme le nombre de places en 2024, le taux d'accès, c'est-à-dire quel est le pourcentage de candidats qui ont pu recevoir une proposition d'admission en phase principale. Je vous donne un exemple, on le voit là sur le petit icône qui est à droite. Le taux d'accès est à 98% pour cette UFR de droit de l'Université de Lorraine. Eh bien, ça veut dire que 98% des candidats qui ont fait une candidature ont reçu une proposition. Donc, vous voyez, donc vous en concluez, cette formation, finalement, elle accueille quasiment tout le monde. Évidemment, ça n'est pas le cas de toutes les formations qui peuvent avoir des taux d'accès beaucoup plus faibles parce que ce sont des formations très, très demandées sur la plateforme. Vous y retrouvez, j'y insiste, des suggestions de formations similaires. Vous le voyez sur le volet droit tout en bas. Formation similaire, qu'est-ce que c'est? C'est inviter les jeunes qui sont en train de naviguer à regarder si cette formation qui les intéresse, est-ce que finalement il n'existe pas d'autres formations qui sont similaires et qui permettent d'aller vers le même environnement de métier. Je crois que c'est très important parce que le réflexe naturel de vos enfants, c'est de concevoir qu'il n'y a qu'une seule formation pour aller vers un métier. Évidemment, la réalité, elle est plus complexe que ça, elle est plus diverse et tant mieux, elle ménage d'autres opportunités. Donc, à travers cette rubrique formation similaire, ça permet finalement de s'ouvrir à des formations qu'on ne connaît peut-être pas et qui peuvent être intéressantes pour le parcours. Enfin, je fais un petit focus sur deux nouveautés de l'année 2024, utiles dans votre phase de recherche. Un, la possibilité de mettre un favori. Alors, vous voyez, c'est le petit cœur qui se trouve sur le volet droit de la diapo. Vous avez un petit cœur. Si vous le cliquez, vous pouvez cliquer. Ça veut dire que pour cet établissement, vous l'avez mis en favori et vous pourrez mettre un petit commentaire, même une petite note entre 1 et 5. Ces informations-là ne sont que pour vous. Et vos favoris seront enregistrés dans votre dossier, de sorte que si vous faites une consultation cet après-midi, si vous en faites une mercredi prochain, progressivement, vous pouvez finalement enregistrer les favoris au fur et à mesure de votre recherche sur Parcoursup. Et vous pourrez, au moment où vous devrez faire vos vœux avant le 14 mars prochain, récupérer tous les favoris que vous avez identifiés. Le deuxième élément qu'on a ajouté cette année, vous le voyez ajouté au comparateur. Le comparateur, il est donc sous la rubrique bleue, voir la formation. L'intérêt, voilà, merci. L'intérêt de ce dispositif, c'est que vous pouvez comparer 5 formations en même temps sur quelques critères qui sont importants et que les familles, mais aussi, vous voyez, dans notre dialogue avec la PEP, vous nous avez fait remonter comme des éléments importants. Est-ce que cette formation est publique ou privée? Est-ce que cette formation a un label? Est-ce que cette formation classe prépa a un internat? Quels sont les droits de scolarité dans cette formation? Est-ce que cette formation est éligible à recevoir des étudiants boursiers du supérieur? Voilà, toute une série de questions. Il y a à peu près une dizaine de critères, mais vous pouvez en mettre 5. Alors, si vous le faites sur un téléphone portable, vous pourrez en comparer 2 en même temps. Mais là aussi, c'est très utile. Je prends des exemples très concrets. Vous voulez comparer 5 licences de droit.
eh bien, vous pouvez le faire, les mettre les unes à côté des autres, et notamment, vous pourrez voir peut-être eh bien, des différences de frais de scolarité. Vous avez des licences de droit portées par des instituts catholiques, par exemple, qui sont les facultés catholiques. Eh bien, généralement, les tarifs ne sont pas les mêmes que dans la licence d'une formation publique. Deux, vous pourrez y voir des taux d'accès différents. Le taux d'accès de l'université, de la licence de droit à l'université de Paris-Assas n'est absolument pas le même que le taux d'accès pour des formations. Et ça vous permet aussi de diversifier vos vœux et d'avoir une analyse qui vous permet aussi d'estimer vos chances et de répartir vos vœux en fonction finalement de ce que vous avez identifié très clairement. Je pense que vos enfants, et avec vous, moi ce que je vous invite à faire, vous avez 3 types de catégories de vœux, les vœux de cœur, ceux que vous avez envie d'être ambitieux et c'est normal. Vous avez des vœux de raison et puis vous avez des vœux de sécurité. Chacun fait son panier de vœux, mais en prenant de part et d'autre. Et je crois que les éléments qu'on vous apporte en comparaison, ils vous permettent finalement de répartir vos vœux dans ces 3 ensembles en fonction de votre capacité à rentrer dans ces formations. Si je passe à la slide 8, qu'est-ce qu'on voit sur une fiche de formation? Je rappelle pour tout le monde, vous pouvez y aller, il n'y a pas besoin de code ou particulier, vous pouvez aller directement et voir chaque fiche formation. Chaque fiche formation est organisée de la même manière avec 6 rubriques. Et 6 rubriques qui vous permettent de découvrir la formation, comprendre les critères d'analyse des candidatures, accéder à des chiffres clés, voir si cette formation prévoit des oraux, des épreuves écrites ou pas, connaître les débouchés professionnels et y compris, une rubrique importante, contacter et échanger avec l'établissement, des contacts de référents pédagogiques, administratifs et aussi un référent handicap. J'y reviendrai un peu après. Slide 9. Parce que c'est une question qui revient souvent, c'est pour ça que je voulais donner un petit éclairage. On nous dit, on entend le concept de formation sélective ou non sélective. Alors, je précise, quand une formation est sélective, vous le voyez sur Parcoursup, il y a une petite mention qui s'affiche sur la fiche formation tout en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'admission se fait sur dossier ou alors en ayant recours parfois à un concours ou à des épreuves écrites ou orales. Eh bien, dans ces formations-là, imaginons il y a une formation, il y a 30 places, elle reçoit 50 candidats, elle peut très bien dire, il n'y en a que 25 dont je considère qu'ils peuvent réussir, donc je n'en classe que 25. Il lui reste 5 places, vous avez bien deviné parce qu'elle en proposait 30, mais elle a le droit de dire non à des dossiers qui lui sont présentés. Une formation non sélective, c'est une formation de licence dans laquelle on peut formuler des vœux, quel que soit l'établissement en France, et qui a des limites de capacité. Ça ne veut pas dire qu'elle prend tout le monde, parce qu'évidemment, elle a une limite de capacité d'accueil, mais ça veut dire qu'elle doit classer tous les candidats et qu'ensuite, elle ne pourra les admettre qu'en fonction de sa capacité d'accueil, dans la limite de sa capacité d'accueil. Mais si je pousse la réflexion plus loin, imaginons donc une licence d'allemand, il y a 200 places, il y a 300 candidats, mais qu'en fait, les candidats qui reçoivent des propositions ne viennent pas et qu'à la fin, les 300 candidats sont classés. S'il n'y en a que 150 qui viennent à la fin, les 150 qui veulent venir, de toute façon, elle leur propose une réponse positive. Il faut se méfier de ce mot non sélectif parce que les formations de médecine sont non sélectives. Alors, je comprends que ça soit presque un abus de langage parce que vous dites, ah ben non, c'est hyper sélectif, santé. Oui, c'est hyper sélectif, mais néanmoins, elles n'ont pas le droit de refuser des candidatures, elles doivent classer l'ensemble des candidats. S'il y a des questions complémentaires, j'y reviendrai bien sûr. Slide 9, les bons réflexes sur Parcoursup. Vous informer tout d'abord, ça a du mal à se stabiliser. Sur la slide suivante, tout d'abord, le bon réflexe, c'est de s'informer, d'échanger. Alors, vous pouvez le faire comme on le fait ce matin. Je remercie la PEP de permettre cet échange entre nous tous. On organise des lives que vous pourrez voir et que vous pourrez même revoir très régulièrement. Et puis, il y a l'échange avec les enseignants, enseignants du scolaire, enseignants dans le lycée, finalement auprès de vos enfants, et puis échange avec des enseignants du supérieur à travers les journées portes ouvertes. C'est un point très, très important parce que la plateforme, elle est très riche, mais la plateforme, elle vous donne une information à plat. Ce dont vous avez besoin parfois pour mesurer si vous êtes intéressé ou pas, c'est d'avoir une information plus concrète. Et ça, moi, je vous engage à avoir ce dialogue avec les enseignants du supérieur, avec des étudiants qui sont inscrits dans ces formations pour dire la réalité des formations. C'est essentiel. Et cette année, non seulement nous vous affichons sur chaque fiche de formation Parcoursup les dates des journées portes ouvertes,
Mais vous pouvez aussi demander à Parcoursup, quand c'est une formation que vous avez mise en favori, eh bien, de vous tenir au courant, en quelque sorte, un petit rappel des dates de journée porte ouverte, de manière à ce qu'une semaine avant la date de journée porte ouverte sur une formation qui vous intéresse, Parcoursup puisse envoyer un mail à votre enfant en disant « Voilà, c'est bientôt la date de la journée porte ouverte pour la formation qui vous intéresse. » Je crois que c'est un travail vraiment essentiel parce qu'il les nature beaucoup à vous rassurer, à vous permettre d'estimer vos chances. Et ça sera un élément, ces journées portes ouvertes, que vous pouvez tout à fait renseigner dans la lettre de motivation. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais voilà, beaucoup de lycéens me disent qu'est-ce qu'on met dans une lettre de motivation? Vous pouvez très bien dire que vous êtes allé à une journée porte ouverte, que vous vous êtes intéressé. Je crois que c'est un premier signal très positif de votre intérêt. Si on peut aller vers la slide 10 ou 11, même maintenant, nous avons des dispositifs au-delà de l'accompagnement à travers les lives. Sur la celle suivante, s'il vous plaît. Un numéro vert qui est disponible, voilà, 0800 400 070, avec des numéros spécifiques de l'outre-mer, mais évidemment, les lycéens de l'outre-mer peuvent aussi contacter le numéro vert national. Une messagerie contact accessible directement depuis le dossier de chaque candidat, et puis des réseaux sociaux pour suivre l'actualité. Vous pouvez vous abonner aux réseaux sociaux de Parcoursup. Ça ne coûte rien et c'est très pratique pour recevoir de l'information. Deux focus que je fais parce que ce sont souvent des questions récurrentes qui viennent dans les temps d'échange que j'organise avec les parents d'élèves. Sur la slide 12, d'abord un petit focus sur l'accompagnement des candidats en situation de handicap. Première chose, sur chaque fiche formation, dans la rubrique Contact, contacter l'établissement, vous trouvez les coordonnées d'un référent handicap et que vous pouvez contacter parce que il est de nature à répondre finalement aux interrogations des lycéens sur y a-t-il des dispositifs d'accompagnement, comment se fait l'accueil de mon enfant en situation de handicap. La deuxième chose, et je crois que c'est très important à dire, il n'y a jamais aucune obligation sur Parcoursup de renseigner une situation de handicap. Les jeunes que j'accueille sur Parcoursup, ce sont des lycéens et je n'ai pas besoin de savoir qu'ils sont comme ci ou comme ça. Vraiment, c'est important. Mais je permets à un lycéen d'exprimer à travers la fiche de liaison que vous retrouverez là aussi dans le dossier d'inscription de Parcoursup, il a la possibilité d'indiquer qu'il bénéficiait au lycée de dispositifs d'accompagnement. Cette information, elle est à la fois facultative, personne n'est obligé de le faire, et surtout, je vous garantis que cette information ne sera jamais transmise aux formations d'accueil au moment où elles examinent les dossiers. Par contre, le candidat pourra demander à Parcoursup au moment où il a choisi sa formation, au moment où il l'a accepté, au moment où il sait qu'il va rejoindre tel établissement, par exemple le BTS de chimie à Besançon, eh bien, il peut demander à Parcoursup de transmettre la fiche de liaison de manière à ce qu'il puisse y avoir un contact entre l'établissement et le futur étudiant pour préparer sa rentrée. Troisième élément, à partir du 30 mai, un candidat en situation de handicap qui n'a rien eu, qui a eu une formation dont il s'avère qu'elle n'est pas accessible pour son type de handicap, ou alors un candidat en situation de handicap qui n'a rien eu et qui ne peut s'inscrire que dans un lycée, un établissement du supérieur particulier parce qu'il a trop de contraintes liées à son handicap. Des contraintes de mobilité, des contraintes de soins, par exemple, eh bien, dans le dossier Parcoursup, on peut directement solliciter le recteur pour avoir finalement un accompagnement privilégié et pour s'inscrire dans l'établissement qui vous intéresse au regard de vos besoins de handicap. Je le dis pour tous les parents, j'organise, vous pouvez retrouver le calendrier de Parcoursup, des lives de Parcoursup, mais j'organise au mois de février un live dédié à la question de la situation de handicap. Donc, je vous invite vraiment à y participer parce que ça peut être important. Et si vous ne pouvez pas y participer, ce qui peut tout à fait se comprendre, vous pourrez récupérer l'enregistrement. Il y a tout un tas de questions. Il y a une rubrique handicap sur le site lui-même, le site parcoursup.gouv.fr. Il y a une petite rubrique accompagnement des étudiants en situation de handicap. Vraiment, allez-y, ça vous donnera toutes les informations qui vous sont utiles. Deuxième focus que je voulais faire sur la slide 13, et puis après, on fera une petite pause de questions. La demande de césure. Beaucoup de questions chaque année sur la césure. Est-ce que je peux demander à faire une césure via Parcoursup? La réponse est oui. Vous pouvez tout à fait. Et qu'est-ce que veut dire la césure? C'est un étudiant qui est inscrit et qui décide de suspendre finalement la formation pour aller acquérir une expérience
en dehors, étrangers, réaliser un projet associatif entrepreneurial de plusieurs natures. Donc, vous faites la demande, il y a une rubrique dans votre dossier Parcoursup, je souhaite faire une césure. Cette information ne sera pas communiquée aux formations d'accueil au moment où elles examinent les dossiers, bien sûr, mais au moment où vous irez vous inscrire, eh bien, nous donnerons à l'information comme quoi vous avez souhaité faire une césure. À ce moment-là, vous aurez un échange avec la formation qui a la possibilité de dire oui ou de dire non, et vous signerez une convention. Qu'est-ce que ça veut dire très clairement à ce moment-là d'être en césure? Eh bien, ça veut dire que, un, vous serez étudiant dans votre formation. Deux, vous aurez la possibilité, y compris, de demander le statut de boursier. Trois, lorsque vous aurez terminé votre césure et que vous souhaitez revenir dans votre formation, vous n'avez pas à repasser par Parcoursup. La classe a été gardée au chaud. Après, ma conviction, c'est que quand on part faire une césure, généralement, l'étudiant qui revient n'est plus le même que celui qui était parti. C'est à peu près dans la logique des choses d'une césure. Donc, si l'étudiant, au terme de son aventure de césure, souhaite faire autre chose, il peut tout à fait, bien sûr, venir sur Parcoursup et exprimer qu'il a un autre projet pour l'année suivante. Ce qui sera important à ce moment-là pour lui, il ne sera pas pénalisé parce qu'il a fait une césure, mais c'est important de dire qu'il devra valoriser dans son dossier la césure, expliquer en quoi cette année lui a été profitable pour sa réflexion, pour le mûrissement de son projet et pour l'orientation qu'il souhaite avoir pour l'enseignement supérieur. Voilà, je m'arrête là avant de rentrer dans la mécanique des vœux, peut-être pour prendre quelques questions d'ores et déjà. Alors, quelques questions un petit peu générales. Il y en a qu'on abordera parce que vous les aborderez après, donc je ne les poserai pas maintenant. Ouais. Une question, premièrement, peut-on indiquer une adresse mail alerte à la fois parent et à la fois élève dans le Alors, dossier? je vais faire une réponse différente. Il faut que ça soit une adresse personnelle de l'élève et que de l'élève. Par contre, les parents, j'y reviendrai juste après, les parents peuvent tout à fait saisir leurs propres coordonnées de mail et de numéro de portable dans le dossier Parcoursup de leur enfant. Et à chaque fois que j'écrirai un mail à leur enfant, ils auront la même information, ils auront le même message en même temps. Ce qui est important, c'est que la plateforme Parcoursup, évidemment, une bonne partie des jeunes, des lycéens sont mineurs à ce moment-là, et je comprends votre souci en tant que parent. Après, la démarche Parcoursup est une démarche aussi d'autonomie. Il faut que ça soit l'élève. C'est lui qui deviendra étudiant, c'est pas vous. Donc, vous pouvez l'accompagner, mais il faut le responsabiliser, entre guillemets. C'est une adresse mail personnelle, c'est la relation que nous aurons avec lui, mais elle ne vous échappera pas parce que on vous permet eh bien, d'être aussi informé de l'ensemble des informations que nous communiquerons à votre fils ou à votre fille. Autre question, des écoles qui ne sont pas sur Parcoursup, mais qui ont une reconnaissance des diplômes. Peut-on y aller en toute confiance? Euh, Moi, quand vous avez une formation qui n'est pas sur Parcoursup, je vous invite à être prudent et je vous invite à toujours poser des questions. Qu'est-ce que veut dire, au-delà de la reconnaissance par l'État, c'est quoi la qualité pédagogique proposée? C'est quoi les conditions tarifaires? Voilà. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous en avez le droit de demander toutes les informations possibles. Et puis, je le dis aussi parce que ça peut être une question qui se pose. Vous avez trouvé une formation au Parcoursup, ça plaît à votre enfant, il est motivé, il est intéressé. Il y a des domaines où il y en a plusieurs, par exemple, notamment dans le domaine d'école d'art. Il y a parfois pas mal de formations hors dehors de Parcoursup. Rien n'interdit à votre enfant d'avoir en même temps des vœux sur Parcoursup pour se sécuriser une situation. Quitte à ce que, après, eh bien, finalement, soit vous décidez définitivement d'aller dans une formation hors Parcoursup et vous vous désinscrivez de Parcoursup, soit finalement c'est le choix que vous ne souhaitez pas faire et vous restez sur les formations qui sont sur Parcoursup. Un point de vigilance à avoir qui fait vraiment la différence, sur Parcoursup, aucune formation ne peut vous demander des acomptes. Je sais que dans les formations hors Parcoursup, c'est souvent la stratégie. On demande à payer des acomptes très tôt, ce qui fait que les parents sont engagés financièrement et que derrière, ils ne peuvent pas finalement modifier leur choix parce qu'ils sont déjà engagés financièrement à une hauteur importante. Moi, je vous invite vraiment à être vigilant. Et puis, je le dis aussi parce que j'entends des formations en dehors de Parcoursup. Vous savez, ah, mais vous savez, Parcoursup, c'est compliqué. Parcoursup ne vous donnera pas de réponse. Et donc, venez chez nous, c'est beaucoup plus simple. Moi, je vous invite à être prudent au regard du discours, vous voyez, mirifique qui fait qu'il y aurait un monde difficile et puis un monde très facile où tout serait beau.
Vraiment, soyez prudents vis-à-vis de ça et avec un peu de recul. Sur Parcoursup, 95% des lycéens ont au moins une proposition d'admission, une ou plusieurs. En moyenne, ils en ont presque 6. Donc, ça n'est pas vrai qu'il y a des candidats qui ne reçoivent pas sur Parcoursup de proposition d'admission. Vraiment, donc voilà, je vous invite à la prudence. Moi, je ne suis pas là pour dire tout ce qui est en dehors de Parcoursup est nul. Je ne le connais pas, mais simplement, il n'y a pas la reconnaissance par l'État enseignement supérieur. Et deux, prenez garde aux conditions financières qui sont parfois très contraignantes. Alors, dernière question et ensuite, alors, les autres questions seront abordées ensuite, hein, Ouais, ceux qui nous ont mis des questions ne s'affolent pas. Est-ce que l'on peut créer un profil sur Parcoursup dès ou la seconde ou la oui, première et ça va vous permettre d'enchaîner sur la suite? très, très bonne question. On peut tout à fait créer son compte dans Parcoursup. Si vous allez sur la carte des formations et que vous sélectionnez des formations et que vous souhaitez, par exemple, choisir des favoris, donc vous pouvez aller sur Parcoursup sans créer de compte. Voilà, vous aurez accès à la carte des formations. À partir du moment où vous voulez que Parcoursup garde la mémoire de votre recherche, eh bien, si vous cliquez sur les favoris, par exemple, eh bien, Parcoursup vous proposera de créer un compte. Il faut simplement une adresse mail et puis un mot de passe, en quelque sorte. Et dès la seconde, dès la première, on peut créer son compte et le conserver ensuite. Finalement, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'anticiper, je crois que c'est une très bonne chose. Ça vous permet peut-être en première d'abord regarder, participer à des journées portes ouvertes sur tel ou tel type de formation et d'éviter de concentrer sur la seule année de terminale toutes vos recherches. On continue? Ouais, allez, on passe à donc d'abord s'inscrire, formuler ses vœux et finaliser son dossier. Alors c'est la partie la plus hard. Donc, accrochez-vous un peu, mais je vais essayer d'être très pédagogique et puis on aura des questions à la fin. D'abord, une petite perspective sur le calendrier. L'enjeu essentiel, il se passe donc sur la gauche là, du 17 janvier au 14 mars. Vous pouvez formuler des vœux. Date limite au 14 mars. Deuxième date limite le 3 avril, que vous voyez un peu en dessous. C'est la date pour finaliser son dossier et confirmer chacun de ses vœux. Je vais y revenir en détail. Voilà, c'est ça l'enjeu essentiel. Et vous voyez qu'en février-mars, nous ferons remonter les notes des conseils de classe, nous ferons remonter la fiche à venir de la part des lycées, de manière à ce qu'en avril-mai, les formations post-bac puissent examiner les candidatures, parce que bien sûr, ça n'est jamais Parcoursup qui examine les candidatures. Je le dis ici de manière très claire, sur le site parcoursup.gouv.fr, vous pouvez retrouver des petites vidéos tuto de 2 à 3 à 5 minutes qui vous réexpliquent tout ce que j'aurais dit ce matin, mais vous le retrouverez tout à fait en confiance. Et pour certaines, les vidéos sont directement accessibles depuis le dossier de votre enfant de manière à ce que ça soit très simple pour lui en navigation. Alors d'abord, slide suivante, s'inscrire sur Parcoursup. C'est très simple, il vous faut créer un compte d'abord, si vous ne l'avez pas déjà fait, avec une adresse mail valide consultée régulièrement, qui est l'adresse personnelle du candidat, comme je l'ai dit un peu avant, et puis un mot de passe. Et puis à partir de ce compte, vous allez créer votre dossier candidat sur Parcoursup et il vous faudra l'INE, l'identifiant national élève. Très simple, vous le retrouvez sur les bulletins ou le relevé de notes des épreuves du baccalauréat. Si vous l'avez perdu, n'hésitez pas, vous demandez à votre lycée, la scolarité du lycée, de vous aider à le retrouver et vous vous inscrirez. À noter pour les lycées français à l'étranger, l'établissement fournit lui-même l'identifiant national élève, donc vous n'avez pas à le rechercher. Et puis conseil aux parents, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, renseignez votre mail et numéro de portable dans le dossier de votre enfant. Ça sera un moyen de recevoir les messages des alertes de Parcoursup. Vous pourrez également recevoir des formations qui organisent des épreuves de concours, le rappel des échéances ou le rappel des inscriptions. Je le dis, c'est fondamental parce qu'il m'est arrivé quelques années, enfin, ça fait 7 ans que je pilote Parcoursup, il y a des fois des parents qui m'expliquent que leur enfant s'était inscrit, puis en fait, il n'a pas vu le mail arriver, donc il n'a pas participé aux épreuves. Vous voyez, le moyen d'éviter que ça n'arrive, c'est de rentrer vos coordonnées. Je vous rassure tout de suite, c'est s'inscrire, c'est facile. Moi, j'ai regardé ce matin, j'ai déjà 627 000 inscrits. Donc, vous voyez, il n'y a pas de difficulté technique. Ils sont déjà très nombreux à y arriver. Slide suivante. On rentre dans le dur, les points importants, et je vais les détailler ensuite.
D'abord, vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux pour les formations en statut étudiante et des vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage que j'ai évoquées tout à l'heure. Vous pouvez formuler des vœux comme vous le voulez pour des formations sélectives ou des formations sélectives, non sélectives. Il n'y a ni obligation d'aller vers telle ou telle formation, ni contre-indication ou obligation sur la consistance. Je dois prendre 3 de ceci ou 4 de cela. C'est vous qui choisissez. Lorsque la formation l'a demandé, le vœu doit être motivé, c'est-à-dire qu'il y aura une demande de lettre de motivation. Elle n'est pas obligatoire pour tous les vœux, c'est uniquement lorsque la formation l'a demandé et ce qu'elle apparaît dans les dossiers des pièces à renseigner. Les vœux n'ont pas besoin d'être classés ou d'être hiérarchisés. L'objectif, c'est d'éviter l'autocensure de la part des élèves. Et puis, la date de formulation des vœux n'est pas prise en compte, très important, pour rassurer tout le monde. Ceux qui ont déjà fait des vœux, et il y a un peu plus de 2 millions de vœux qui ont été faits d'ores et déjà, n'ont pas plus de chances d'être pris dans telle ou telle formation que ceux qui font des vœux demain matin. L'important, c'est de faire des vœux avant le 14 mars et de valider les vœux qu'on a formulés avant le 14 mars, 23h59. Vous verrez cette date tout à l'heure affichée. Les vœux ne sont connus que de vous, c'est-à-dire que la formation a connaissance que vous formulez un vœu, mais n'a connaissance que du vœu que vous formulez pour elle. Donc, mon conseil, c'est diversifier vos vœux et éviter impérativement de ne formuler qu'un seul vœu. En moyenne, les candidats ont formulé 13 vœux. Je vais vous expliquer pourquoi la moyenne est de 13, alors que je vous ai dit qu'on pouvait faire jusqu'à 10 vœux. C'est ce qu'on appelle la question des vœux dits multiples. Alors, on passe à la slide suivante. Je vais essayer de représenter un vœu multiple. C'est un regroupement de formations qui sont similaires. Par exemple, le vœu multiple BTS Management Commercial Opérationnel regroupe toutes les formations de BTS MCO proposées par tous les lycées de France. Un vœu multiple, il compte pour un vœu. C'est-à-dire, je veux faire le BTS Management Commercial Opérationnel, ça me coûte un vœu et ensuite vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées. Mais évidemment, il vous reste encore 9 vœux puisque le BTS ne compte que pour un seul vœu. Chaque vœu multiple est en fait composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement de formation différent. Par exemple, sur le BTS MCO, vous avez un qui est proposé au lycée de Marseille, un lycée de Marseille, un autre qui est proposé, le lycée Thiers par exemple à Marseille, un autre qui est proposé par le lycée Montaigne à Bordeaux, il y a forcément un lycée Montaigne à Bordeaux, ou le lycée Vauban à Besançon, je ne sais pas s'il y en a un, mais c'est probable. Eh bien voilà, ça vous fait 3 lycées qui proposent la même formation. Ce sont 3 sous-vœux du même BTS qui forment qu'un seul vœu. Sauf exception qui concerne les passes en Ile-de-France, il n'y a pas de vœux multiples sur les licences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je prends mon exemple, vous êtes intéressé par 3 licences différentes dans la même université près de chez vous, c'est 3 vœux. Licence de maths, vous faites un vœu en licence de maths, un vœu en licence de biologie, un vœu en licence d'économie, ça vous fait 3 vœux. Pareil, si vous choisissez 3 universités dans lesquelles vous faites à chaque fois un vœu, ça vous fait 3 vœux au total. Vous êtes vraiment passionné de mathématiques, vous faites un vœu à l'UPEC, un vœu à Cergy et puis un vœu à l'université de Marseille, ça vous fait 3 vœux pour cette même licence de mathématiques. À noter, il y a une règle spécifique pour certaines formations paramédicales pour lesquelles on ne peut choisir que 5 vœux régionaux qui regroupent des formations. Si on passe à la slide suivante, première catégorie de formation avec des sous-vœux, ce sont les diplômes nationaux de type BTS, BUT, Bachelor universitaire de technologie, DNMAD, les diplômes des métiers d'art et du design, le diplôme de compta-gestion, les classes prépa, les établissements du travail social ou les diplômes nationaux d'art. Dans chacun de ces regroupements-là, eh bien, le nombre de sous-vœux est limité à 10 par vœu multiple et dans la limite de 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez très bien, vous choisissez BTS, métier de la chimie et le but mesure physique, par exemple, parce que c'est ce secteur scientifique qui vous intéresse. Et dans le BTS, ça vous fait un vœu. Sur BTS métier de la chimie, vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées. Vous faites un vœu mesure physique en but, ça vous fait là aussi un vœu, il vous en reste donc 8 au total, mais vous pouvez choisir jusqu'à 18 unités qui en France proposent. C'est vous qui ensuite choisissez la manière ou le panachage que vous souhaitez en fonction de ce qui vous intéresse. Sur les classes prépa, je le signale, là aussi je donne un exemple.
Vous êtes intéressé par MPSI, par exemple, qui est une classe prépa scientifique. Vous pouvez choisir MPSI, ça vous fait un vœu. Vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées. Et dans chaque lycée, s'il y en a un qui propose l'internat, vous pouvez prendre le sous-vœu avec internat ou sans internat. Ça vous compte que pour qu'un seul sous-vœu. Rassurez-vous, il y a un compteur sur Parcoursup qui vous aide à décompter la situation dans laquelle vous êtes. Donc, c'est plus difficile à expliquer là que ça n'est en pratique dans le fonctionnement de la plateforme. Si je passe à la slide suivante, il y a d'autres types de formations dans lesquelles le nombre de sous-vœux est illimité. Il n'y a pas à compter. Ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire. C'est le cas, par exemple, des IFSI ou alors des instituts en orthophonie, orthopsie ou prothèse. Vous faites un vœu sur un regroupement à une échelle territoriale et ensuite, vous pouvez choisir le nombre de sous-vœux qui vous intéressent. C'est le cas aussi pour les concours d'école d'ingénieurs et de commerce. Par exemple, le concours des INSA, eh bien, vous choisissez le concours, ça vous fait un vœu. Et ensuite, il y a 8 INSA en France, vous pouvez choisir celui qui vous intéresse. Vous pouvez prendre les 8, cocher les 8 si ça vous intéresse, ou n'en cocher que 1 ou 2. Même chose de technique de sous-vœu sur le Sciences Po Paris, sur le réseau des Sciences Po de province, des IEP, et également sur le concours commun des écoles nationales vétérinaires. Là aussi, il y a un seul concours commun, c'est un vœu, et ensuite vous choisissez les écoles qui vous intéressent. Elles sont 4. Vous pouvez prendre les 4 ou vous prendre peut-être qu'une seule s'il n'y en a qu'une seule qui vous intéresse parce qu'elle est près de chez vous. Slide suivante. J'essaye de donner un petit exemple. Vous demandez une voie de CPGE qui s'appelle PTSI, c'est pour ceux qui aiment bien la physique. Eh bien, dans votre dossier, ça compte pour un vœu PTSI. Si vous avez choisi 7 lycées différents, ça compte pour 7 sous-vœux. Il vous en reste donc 13 dans ce maximum. Je vous rappelle la règle, dans un lycée avec internat, vous pouvez choisir les sous-vœux avec ou sans internat. Donc finalement, vous pouvez, dans une hypothèse où chacun des vœux que vous avez fait dans les 7 lycées, ça propose l'internat, vous pouvez presque avoir fait déjà 14 sous-vœux. Je prends l'autre exemple des regroupements des écoles INSA, je l'ai dit, il y a 8 écoles, vous demandez 4 écoles. Dans votre dossier, ça vous fait donc un vœu pour le regroupement du concours et 4 sous-vœux correspondant aux écoles. Donc, vous voyez que dans cette situation-là, j'ai au total fait que 2 vœux, PTSI et INSA, mais j'ai fait 7 vœux d'un côté, 4 de l'autre, j'en ai donc 11. Donc, j'ai 2 vœux et 11 sous-vœux. Rassurez-vous, dans votre dossier Parcoursup, il y a un compteur de vœux qui vous permet de suivre ces vœux multiples et les sous-vœux formulés et de ne jamais dépasser. C'est ça la règle et l'intérêt dans le dossier Parcoursup. Moi, je vous donne un conseil. Ça ne sert à rien de cliquer partout. Pas juste pour le principe de cliquer partout. Ce qu'il faut, c'est que vous fassiez des vœux en responsabilité. Faire un seul vœu, c'est très dangereux. Faire 10 vœux, par le principe de faire 10 vœux, si ça n'a pas de sens et qu'il y a des formations qui ne vous intéressent pas, ça n'a pas de sens non plus. Donc, trouvez chacun son équilibre en diversifiant le nombre de vœux et de sous-vœux qui correspondent à ce qui vous intéresse. Un petit focus sur la slide 22 sur l'apprentissage. Pour l'apprentissage, ce sont des vœux en plus de ceux que vous pouvez faire sous les vœux sous statut étudiant. Et généralement, il n'y a pas de limite de date pour fixer des vœux en apprentissage. Vous pouvez le faire tout au fil de l'eau, finalement. Il y a une rubrique spécifique dans votre dossier Parcoursup pour les vœux en apprentissage. Principe, un rappel, je vais peut-être en faire 2 même. Les centres de formation d'apprentissage ont une mission d'accompagner les candidats pour trouver un employeur et signer un contrat d'apprentissage. C'est important. La deuxième chose, c'est que quand vous allez vers un CFA qui propose des formations en apprentissage, soyez aussi vigilants quand certains vous disent « Ah, mais je peux aussi vous proposer des formations sous statut étudiant qui ne sont pas sur Parcoursup. » Attention, parce que pour ces formations-là, ils ne sont pas reconnus sur Parcoursup, donc ça ne vous garantira rien en termes de poursuite d'études. Donc, soyez vigilants lorsque vous le demandez. Là aussi, vous avez toujours le droit de poser toutes les questions qui vous intéressent. Un petit focus en page 23 sur la question géographique, parce que j'ai souvent la question. Pour ce qui concerne les formations sélectives, et je rappelle qu'à chaque fois qu'une formation sélective, ça c'est indiqué sur votre fiche formation, il n'y a pas de secteur géographique au fond, et les lycéens peuvent faire des vœux partout où ils le souhaitent sur le territoire, et quel que soit l'endroit où ils habitent, en fait, ça n'a pas d'importance pour la sélection. La seule chose qui compte, c'est votre dossier dans sa consistance de dossier académique et puis les éléments que vous y aurez apportés concernant votre profil. Mais la question de votre lieu de résidence n'a pas d'importance, et je le dis, c'est important.
une formation n'a pas le droit de tenir compte de votre lieu de résidence. En fait, c'est une discrimination géographique et c'est interdit par la loi. Deuxième chose, on a les formations non sélectives des universités. Eh bien là, vous pouvez faire des vœux, quelles que soient les universités qui vous intéressent, mais lorsque vous faites un vœu dans l'académie, dans l'université de votre académie, vous y êtes prioritaire. Et à ce moment-là, on vous dit dans Parcoursup que vous êtes du secteur ou pas du secteur. Quand vous n'êtes pas du secteur, ça veut dire que vous n'êtes pas prioritaire. Quand vous êtes du secteur, ça veut dire que vous êtes prioritaire dans l'accès à cette formation. Il y a des pourcentages de priorité. Et par exemple, je le dis parce que c'est important à savoir, par exemple sur des formations très très demandées comme le droit, généralement, pour l'accès à une université sur la licence de droit, il y a 95% des places qui sont réservées aux candidats qui viennent de l'académie. L'objectif, c'est quoi? C'est essayer, je pense que vous y êtes sensible en tant que parent, c'est d'essayer de ne pas obliger à la mobilité et de permettre à chacun de trouver une place dans une formation portée par son académie. Alors, ça ne veut pas dire que ça vous interdit d'aller faire des vœux ailleurs. C'est tout simplement qu'il y a un équilibre à trouver entre faire des vœux dans un secteur où je suis prioritaire et puis faire des vœux dans d'autres territoires qui m'intéressent. Si on fait slide 24, un petit focus pour expliquer quelques spécificités, pour l'Île-de-France, qui regroupe évidemment beaucoup d'élèves, il n'y a aucune distinction entre les trois académies, c'est-à-dire que quand vous habitez Créteil, vous êtes prioritaire pour toutes les universités de la région, qu'elles soient implantées à Paris, à Créteil ou à Versailles. Par exception, on a aussi les cas de sont considérés comme résidents de l'académie. Eh bien, il y a deux types de situations. Il y a, par exemple, un lycéen qui est intéressé par une formation de licence, mais qui n'existe pas dans son académie. À ce moment-là, quand il va aller dans d'autres territoires, il sera prioritaire. Les candidats de l'AEFE, c'est important, sont prioritaires partout parce que par construction, ils n'ont pas d'université. C'est le cas aussi pour les ressortissants d'États membres de l'Union européenne. Et puis, dernier point, voilà, quand on a fait le bac français, on est prioritaire sur tous les territoires. Slide, alors on va retrouver la slide. Ce que je voulais simplement vous dire sur la formulation des vœux, il y a une échéance à retenir. C'est l'échéance 14 mars 2024 à 23h59. Ça sera la date finale pour formuler ces vœux. C'est important de la retenir parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au 14 mars, vous pouvez finalement rayer les vœux que vous avez déjà formulés, les refaire, etc., dans tous les sens que vous voulez. Ce qui compte, c'est ce que vous aurez validé le 14 mars avant minuit. Et puis la deuxième chose, ça veut dire que évidemment le 15 mars, par construction, vous ne pouvez plus formuler des vœux le 15 mars et que le 15 mars, je ne pratique pas non plus le troc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas me demander tiens, je voudrais échanger le vœu dont je ne veux plus contre un autre. Ça, je ne fais pas. Donc voilà, à retenir une date, 14 mars 2024, 23h59. Est-ce qu'on arrive à rétablir le petit PowerPoint? Non, écoutez, pour l'instant, je poursuis. De toute façon, vous aurez accès au PowerPoint. Donc, première étape, rechercher des formations et deux, formuler des vœux jusqu'au 14 mars. Ensuite, il y a une étape qui est celle qui va jusqu'au 3 avril, donc on laisse un peu plus de temps aux élèves, qui est une étape pour finaliser votre dossier et puis confirmer vos vœux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour que les vœux deviennent définitifs sur Parcoursup, il faut à la fois que chaque candidat complète son dossier. Ça veut dire que si une formation a demandé la lettre de motivation, il faudra rédiger cette lettre de motivation. Le candidat pourra compléter son profil dans la rubrique activité centre d'intérêt. Il devra renseigner une rubrique qui s'appelle préférences et autres projets, qui est une rubrique faite d'informations uniquement pour l'équipe Parcoursup, pas pour les formations d'accueil. Et puis, il devra, selon le cas des cas de figure, eh bien, renseigner des pièces complémentaires ou des questionnaires qui ont été prévus par les formations d'accueil. Il faudra ensuite confirmer chacun des vœux et un vœu qui n'est pas confirmé avant le 3 avril 2024, 23h59 est un vœu qui n'est pas transmis aux formations d'accueil. Donc, c'est un point important. Donc, n'hésitez pas tout à l'heure si vous avez des questions. Je m'adresse aux collègues de la PEP. Est-ce qu'on arrive à remettre le petit PowerPoint? Moi, je ne le vois pas.
Non, vous ne le voyez pas non plus. Écoutez, n'hésitez pas à me dire. Je ne sais pas si je vois. En tout cas, je poursuis. Premier point d'échange, la lettre de motivation. Je crois que c'est important cette question de la lettre de motivation parce que parfois il y a de l'angoisse. Alors, d'abord, oui, vous vouliez intervenir? Non? Pardon. Donc, d'abord, la lettre de motivation, elle n'est pas obligatoire pour toutes les formations. Elle n'est obligatoire que si une formation l'a demandée. Et si une formation l'a demandée, elle figurera dans le dossier du candidat comme un élément à apporter. Deux, la lettre de motivation, elle doit être finalisée pour le 3 avril 2024. Donc, elle n'est pas nécessaire pour formuler des vœux, mais elle est nécessaire pour confirmer ses vœux. Troisième élément, la lettre de motivation, c'est en fait une expression personnelle pour exprimer ce qui vous intéresse, exprimer ce que vous avez compris dans l'information, exprimer le fait que vous avez, par exemple, participé à des journées portes ouvertes. Voilà, ce sont des éléments. Si on peut aller dans la slide 27, voilà, comme ça, on reprendra le fil. Super, exactement. Merci beaucoup. Ça n'est pas un exercice de rhétorique ou une dissertation, mais simplement d'illustrer avec les propres mots qu'a votre fils ou votre fille en 1500 caractères ce qui le conduit à candidater. Par exception, il y a 4500 caractères pour les formations des IFSI et puis parfois quelques formations qui ont un nombre de caractères plus développé, comme par exemple certaines classes prépa. Mais d'une manière générale, c'est 1500 caractères. La lettre de motivation est personnelle. Ça n'empêche pas que les parents accompagnent leur enfant pour la rédiger, évidemment. Ça n'empêche pas quand c'est une lettre de motivation par vœu, quand c'est demandé. Ça n'empêche pas que parfois on ait la même trame d'information, mais ensuite on décline pour chacun des fiches de formation. Et puis il faut soigner l'orthographe et le style. Enfin, je ne vous fais pas la leçon, mais une lettre de motivation dans laquelle il y a 2 fautes dans la première phrase, vous voyez, ça parle en même temps sur le lycéen. Dernière chose, parce que je ne suis pas ignorant des nouvelles technologies, ChatGPT fait sans doute des lettres de motivation à la chaîne, mais néanmoins, il y a un moment, ça se verra quand les formations du post-bac, ils ont l'impression de retrouver toujours la même lettre de motivation. Donc, soyez personnel, mais soyez simple, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir une culture raffinée de toutes les formations. Je crois qu'il faut surtout être simple et vrai. Deuxième chose, slide suivante, la rubrique préférencée autres projets. Eh bien, elle sert à quoi? Elle est simplement faite pour que vous m'indiquiez parmi l'ensemble de vos vœux, y a-t-il un domaine particulier qui vous intéresse plus particulièrement? C'est important parce que dans le cas où votre enfant n'aurait pas de réponse sur Parcoursup, eh bien, nous l'accompagnerons en prenant en compte quel est son centre d'intérêt privilégié. Et puis, c'est aussi, donc slide suivante, la 28, si on peut y aller, c'est aussi, merci beaucoup, c'est aussi pour nous indiquer dans cette rubrique, est-ce que le candidat a aussi fait des vœux en dehors de Parcoursup? Ça ne lui vaut pas un mauvais point ou un bon point particulier, c'est simplement nous, ça nous permettra de savoir si on doit accompagner des candidats, dans quelle situation ils sont, est-ce qu'ils ont d'autres projets par ailleurs ou pas. Ces informations sont confidentielles, ne sont jamais transmises aux formations d'accueil. Elles sont simplement pour les équipes de Parcoursup pour mieux connaître les profils des candidats et mieux les accompagner s'ils ont besoin de nous. Slide 29, la rubrique activités et centres d'intérêt, qui est une rubrique importante. Alors, je vais donner 2 messages. Un, d'abord pour se rassurer. Elle est facultative. On n'est pas obligé d'avoir des projets. Ça ne sert à rien de se dire, tiens, je vais me mettre au poney ou au piano ou machin parce que ça fait bien pour mon dossier Parcoursup. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans ce délire-là. Ça n'aurait pas de sens. Par contre, ce qui est important, c'est est-ce qu'un lycéen a peut-être, en dehors de sa réalité scolaire, des activités, des centres d'intérêt, des curiosités, des maîtrises de certaines compétences particulières dont parfois il ignore et qui peuvent être importantes. Je donne des exemples très concrets. Vous êtes délégué de classe, vous êtes délégué à la vie lycéenne, eh bien voilà, ça veut dire que vous avez un engagement, ça veut dire que vous faites de la prise de parole en public, ça veut dire que vous savez conjuguer votre envie personnelle avec des problématiques d'intérêt général, ça peut être intéressant. Vous maîtrisez une langue familiale, enfin en quelque sorte, une langue étrangère que vous avez apprise
dans votre cercle familial, vous ne l'apprenez pas à l'école, mais voilà, vous pouvez le valoriser. Vous avez des activités associatives sportives aussi. Je pense que ceux qui font du sport, qui savent conjuguer un emploi du temps scolaire et un emploi du temps personnel, voilà, ça dit des choses. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je crois que ça peut être intéressant. Il faut s'habituer à parler de soi et à exprimer ce que l'on a fait. Et dans quelle mesure c'est aussi en lien, évidemment, c'est un atout pour se démarquer, mais aussi un atout pour expliquer finalement à une formation en quoi il y a une vraie logique dans votre parcours, parce que vous avez des centres d'intérêt que vous essayez ensuite de valoriser dans votre parcours de formation, parce que vous voulez aller vers un environnement professionnel qui est celui que vous avez déjà touché du doigt à travers des stages, peut-être un job, des pratiques. Euh, voilà. Et ce sont des éléments qui ne transparaissent pas dans le dossier scolaire. Page suivante, un petit point sur les attestations. Vous savez que, hop, la 30, s'il vous plaît. Il y a lorsqu'on veut faire des vœux dans les licences de droit ou dans les licences de sciences, il y a un petit questionnaire en ligne qui est sur le site avenironicep.fr. L'objectif, ça n'est uniquement de permettre aux candidats de s'auto-positionner, c'est-à-dire vraiment de se rendre compte, est-ce que ça m'intéresse ce domaine-là? Ça n'est jamais pour recueillir des résultats, et les seuls résultats qui seront affichés, ils sont pour vous, ils ne seront jamais transmis à la formation pour l'analyse des dossiers. Voilà, c'est ça qui est important. Mais l'attestation, vous pourrez récupérer une attestation de passation de ces deux questionnaires et il devra les télécharger dans le dossier Parcoursup avant le 3 avril. C'est la seule obligation qui vous est faite. Slide suivante, on attaque aussi un point important. Quels sont les éléments constitutifs du dossier dans les bulletins de notes et bulletins scolaires et notes de bac? Eh bien, pour l'année de première, ce sont les bulletins scolaires, notes des épreuves anticipées de français et notes obtenues au titre du contrôle continu du baccalauréat pour la première, pour les lycéens généraux et technologiques. Et puis les notes de l'année de terminale, bulletins scolaires des premiers et deuxièmes trimestres ou du premier semestre. Évidemment, vous l'avez compris, il n'y a pas de notes d'épreuves d'enseignement de spécialité, puisque cette année, les épreuves d'enseignement de spécialité sont prévues dans la semaine du 18 au 21 juin. Sauf cas particulier, il n'y a pas de saisie des notes à réaliser. Ce sont des éléments qui sont automatiquement remontés par votre lycée et que vous pourrez vérifier, c'est-à-dire que nous vous enverrons un message en disant « ça y est, les notes sont saisies par votre lycée, allez sur le site Parcoursup et votre dossier et vérifiez que les notes qui y sont les bonnes ». Si jamais il y a une erreur, vous le signalez à votre lycée qui fera la modification. S'il s'agit d'une erreur dans une note de baccalauréat, par exemple l'épreuve écrite de baccalauréat, eh bien à ce moment-là, ce n'est pas votre lycée qui peut changer la note. Par contre, c'est le rectorat. Donc, écrivez la division des examens et concours du rectorat pour faire modifier la note parce qu'il y a eu une erreur dans la saisie. À noter, c'est important, vous ne pouvez pas confirmer vos vœux tant que votre bulletin scolaire n'a pas été renseigné. Mais globalement, votre bulletin scolaire sera renseigné d'ici le 28 mars et vous aurez jusqu'au 3 avril pour formuler vos vœux. Donc, évidemment, cette semaine-là sera une semaine un peu plus intense. Mais rassurez-vous, après, vous aurez 2 mois dans lesquels vous n'entendrez plus parler de Parcoursup avant qu'on passe à la phase des résultats. Slide suivante, la slide 32, je voudrais revenir sur un petit focus sur ce qu'on appelle la fiche à venir, qui est une question souvent qui vient de la part des parents. Eh bien, la fiche à venir, elle est renseignée par votre lycée. C'est le deuxième conseil de classe qui va examiner les vœux des lycées et produire une fiche à venir pour chaque lycéen et pour chaque vœu. Elle est versée au dossier de l'élève. On y retrouve les notes avec les moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline, mais aussi le positionnement de l'élève dans la classe ou dans le groupe. On y retrouve aussi les appréciations du professeur principal sur des compétences transversales, par exemple la capacité de travail, l'engagement, la méthode de travail, et puis un avis littéral du chef d'établissement sur la capacité à réussir dans chaque vœu. C'est un élément d'appréciation très important parce que finalement, c'est le proviseur qui fait passer un message vers les formations du supérieur. Rassurez-vous, la fiche à venir, elle sera consultable dans votre dossier complètement avec tous les avis, mais à partir du 30 mai, nous ne la rendons pas visible au moment où les enseignants et le proviseur la remplissent pour éviter que vous fassiez des pressions sur les professeurs. Faites-leur confiance. Moi, en 7 ans, je n'ai jamais vu de surprise. Ce qu'il y a dans la fiche à venir, c'est l'expression de déjà les échanges que vous pouvez avoir avec l'équipe éducative sur les points spécifiques de votre enfant, ses capacités, son potentiel, ses difficultés. Donc, il n'y a pas de surprise à travers ces éléments-là, mais je crois que c'est important symboliquement
que les professeurs du secondaire puissent accompagner les élèves. Même chose si on va sur la slide 33, eh bien, on a prévu un accompagnement spécifique et particulier pour les lycéens professionnels. Chacun des lycées, des conseils de classe dans les lycées professionnels, finalement, formule un avis positif ou non pour l'orientation des élèves en BTS. L'enjeu, c'est qu'on puisse tenir compte dans les formations d'accueil de ce message finalement positif exprimé vers les lycées, avec l'objectif que tout élève qui, dans son lycée, aura eu un avis favorable pour une orientation en BTS, eh bien, sera un minimum classé par la formation. Ça ne veut pas dire qu'il a une priorité d'accès, mais ça veut dire qu'il fait partie des candidats classés. Je crois que c'est un élément important et que là aussi, c'est comment on facilite finalement la transmission d'informations entre les enseignants du secondaire qui connaissent vos enfants et puis les enseignants du supérieur qui vont les accueillir pour les conduire à la réussite dans la formation qu'ils visent. Petit récapitulatif en page 34, important, on se fixe les choses. Donc, les enjeux sur la droite de bulletins scolaires et notes de baccalauréat, de l'année de première, de l'année de terminale. On y retrouve aussi des informations sur le parcours spécifique. Vous avez participé à une section européenne, binationale ou faites une option internationale comme le bac français international. Vous avez une participation au cordée de la réussite, tout cela est dans votre dossier. Et puis, il y a ce qui est à gauche. Eh bien, selon que la formation vous l'a demandé, vous devrez renseigner une lettre de motivation, vous devrez ajouter des pièces complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Une pièce complémentaire, c'est par exemple, je l'ai évoqué pour les licences de droit ou les licences de sciences, vous avez un questionnaire et donc une attestation d'avoir passé ce questionnaire à téléverser dans le dossier Parcoursup. Mais ça peut être aussi un petit questionnaire dans le dossier Parcoursup, ou ça peut être encore, par exemple, pour ceux qui sont intéressés par les diplômes nationaux des métiers d'art et du design, eh bien, les formations demandent une production artistique pour évaluer la capacité, la créativité artistique de votre enfant et de l'ensemble des candidats. Renseignez la rubrique activité centre d'intérêt si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire, mais moi je vous le conseille. Et puis il y aura la fiche à venir renseignée par votre lycée. Voilà les éléments qui constituent votre dossier de candidature. Slide 35, un petit rappel de date. Le 14 mars, on formule ses vœux, c'est la date limite. Le 3 avril, c'est la date pour compléter votre dossier et confirmer chacun des vœux qui vous intéressent. 3 avril, 23h59. 23h59, pourquoi? Parce qu'il y a des lycées français à l'étranger qui ont des heures évidemment différentes de celles de l'heure de Paris, et il faut que tout le monde soit à la même heure. Dernier élément, je le rappelle, un vœu qui n'est pas confirmé n'est pas un vœu étudié par les formations d'accueil. Donc c'est important de respecter cette échéance, et rassurez-vous, Parcoursup, par exemple, quelques jours avant la fin de la formulation des vœux, Parcoursup enverra un message à votre enfant pour lui rappeler l'échéance de formulation des vœux. Quelques jours avant le 3 avril, Parcoursup enverra un message à votre enfant pour lui rappeler les pièces qu'il doit fournir vœu pour les confirmer. Et, je le redis aussi, si en tant que parent, vous avez renseigné votre mail dans le dossier Parcoursup de votre enfant, vous recevrez le même message, donc de quoi se sécuriser et se rassurer. Si je fais une petite synthèse sur la slide 36, avant de prendre des questions, finalement, c'est quoi les bons conseils et les choses à retenir? 1, prenez connaissance et ayez connaissance du calendrier Parcoursup pour ne pas être surpris. Vous retrouvez sur la plateforme à la fois des rubriques d'informations dans lesquelles vous retrouvez à peu près tous les éléments que je vous ai indiqués. Il y a des petites vidéos tutos très simples pour vous familiariser. Comment je m'inscris, comment je formule des vœux, comment je confirme mon dossier. Tout cela est accessible. Il y aura une vidéo dans les prochains jours, comment j'écris une lettre de motivation. Et dans chaque dossier de candidat, il y a une petite fiche. Qu'est-ce que ça veut dire renseigner la lettre de motivation? Qu'est-ce que ça veut dire renseigner la rubrique activité centre d'intérêt? N'attendez pas la dernière minute pour faire votre projet d'orientation, explorer les vœux et faire des vœux. Il faut trouver son bon tempo. C'est ni la course de vitesse, ni la dernière minute. Ne restez pas tout seul avec votre question. Échangez dans votre lycée. Les enseignants sont là. Et si pour vous, c'est peut-être la première expérience sur Parcoursup, en fait, pour vos enseignants, ils sont habitués. Et donc maintenant, ils ont appréhendé. N'hésitez pas aussi à contacter et à participer aux journées portes ouvertes, à profiter des lives de Parcoursup qui sont proposés tout au long de la procédure. Faites les vœux pour les formations qui vous intéressent, sans autocensure, c'est important.
Il n'y a pas de hiérarchie des vœux, donc tous se valent. Et vous aurez une réponse pour chaque vœu. Pensez à diversifier vos vœux et surtout évitez de ne formuler qu'un seul vœu. Anticipez le déroulement de la phase d'admission en vous aidant des conseils des enseignants, du supérieur, des chiffres clés que nous avons affichés sur la plateforme Parcoursup. C'est une mine d'informations, mais en même temps, n'hésitez pas à aller au contact humain. Voilà, il faut trouver le bon équilibre et l'échange de ce matin montre que vous avez bien compris ce procès. Voilà, je m'arrête là pour cette partie-là. Elle était dense, les vœux, les sous-vœux, la confirmation du dossier, le contenu du dossier. Voilà, il y a sans doute pas mal de questions autour de cet enjeu-là. On peut y passer un petit peu de temps. Il y a beaucoup de questions. Déjà, par rapport aux rangs de classement, c'est vrai que ces rangs, est-ce qu'ils sont visibles? Comment sont-ils visibles? Comment sont-ils exploités? Beaucoup Alors, d'inquiétudes par rapport à cet aspect de rang. en fait, les informations sont renseignées, ils seront visibles dans la fiche à venir. Et encore une fois, ce n'est pas des éléments que Parcoursup invente, ce sont des éléments qui sont déjà connus. En fait, vous le savez à travers les documents que vous avez déjà dans votre classe et dans vos bulletins scolaires. Deuxième chose, ces rangs sont utilisés. Alors, certains les utilisent, les classes préparatoires, les écoles de commerce ou d'ingénieurs utilisent parfois ces éléments. D'autres types de formations les utilisent beaucoup moins. Il n'y a pas une seule manière de les utiliser. Par contre, vous pouvez vous reporter sur la rubrique comprendre les critères d'analyse de candidature de chaque formation qui vous intéresse et elle vous dira comment elle fait son classement en quelque sorte. Donc voilà, donc c'est une information importante et qui permet d'objectiver, de différencier finalement la situation de l'élève moyen dans une classe de très bon par rapport à l'élève moyen dans une classe de moyen. Si vous avez un élève, parce que je le dis aussi, c'est fait dans l'intérêt des candidats, si un élève a 19 de moyenne, mais que tous les élèves ont 19 de moyenne, il y a un moment où on se pose une question sur la réalité du contenu des notes qui sont affichées. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, c'est pas fait pour vous angoisser, c'est fait simplement comme un élément d'objectivation qui permet de comparer la situation d'élèves par rapport à d'autres élèves. Autre question par rapport à si un élève s'inscrit donc à la fois dans une formation initiale et dans une formation en alternance, est-ce que ça compte pour 2 vœux? Alors, ça compte pour 2 vœux, mais dans un compteur séparé. Donc, les compteurs des vœux en apprentissage et des vœux sous statut étudiant sont séparés. Et pour reprendre cette question-là, parce qu'elle est intéressante, moi, je vous conseille, par exemple, vous êtes intéressé par un BTS commerce international. Et dans ce BTS commerce international, dans le lycée, je sais pas moi, Pablo Neruda, je prends au hasard, dans le lycée Pablo Neruda, on propose le BTS commerce international sous statut étudiant et le BTS commerce international en statut d'apprentissage. Moi, je vous invite à faire les vœux sur les 2 formations parce que vous pourrez, vous sécuriser une place dans la formation sous statut étudiant pendant le temps que vous cherchez un employeur. Et si vous trouvez un employeur d'apprenti, bien à ce moment-là, vous basculerez en apprentissage et vous rendrez votre admission sous le statut étudiant. Donc voilà, ce sont des compteurs séparés, ce sont des vœux séparés. Autre question un peu technique, si on fait un vœu concours, alors si dans une formation il y a des vœux concours et des vœux école, est-ce qu'il vaut mieux faire un vœu concours et un vœu école ou un vœu concours ou un vœu école? Apparemment, Euh, cela concerne les écoles d'ingénieurs. je ne suis pas sûr d'être vraiment bien placé pour vous répondre parce que moi, à mon avis, il faut interroger les formations. Je vous rappelle que vous avez des journées portes ouvertes ou alors que si vous n'avez pas l'occasion, et je le dis parce que dans les journées portes ouvertes, il y en a pas mal qui se font aussi en ligne, hein. C'est pas que du présentiel. Donc, ça permet d'être accessible. Et 2, vous pouvez aussi trouver sur la fiche de formation Parcoursup, dans la rubrique Contacter l'établissement, vous avez des contacts pédagogiques et administratifs. Moi, ce que je vous dis, c'est aussi à regarder par rapport à votre compteur de vœux, c'est-à-dire que quand vous faites un vœu sur un concours commun, il y a beaucoup de concours communs quand même qui sont organisés. Par exemple, le concours Avenir, par exemple, le concours Puissance Alpha, par exemple, le concours des GEPI Polytech, par exemple, le concours des INSA. Je ne les connais pas tous, mais j'en cite quelques-uns que je connais bien. Eh bien, là, vous avez la possibilité, en n'utilisant qu'un seul vœu sur le concours, ensuite de démultiplier les sous-vœux correspondant à des écoles. Et je vous rappelle que pour les écoles d'ingénieurs, comme pour les écoles de commerce, il n'y a pas de limitation de sous-vœux. Si l'on veut aller dans une faculté très particulière, par exemple la Sorbonne, est-ce que l'on peut l'indiquer? Est-ce que l'on peut? L'indiquer, indiquer dans son dossier qu'on tient absolument à Ah aller dans ben, telle école.
Bah, faculté. vous l'indiquez. Là, honnêtement, ce que je vais vous dire, c'est, je vous dis du bon sens. S'il y a une lettre de motivation à faire pour aller dans une des formations de Sorbonne, bah, dites-le. Bon, après, entre nous, je vais vous dire, ils sont habitués à n'avoir que des élèves qui sont très intéressés pour aller chez eux parce que c'est très plus prestigieux peut-être que d'autres. Enfin, encore une fois, moi, je me méfie de la notion de prestige, hein. À la fin, vous aurez le même diplôme, donc il ne faut pas non plus se laisser impressionner par les étoiles. Euh, euh, mais évidemment, ne renseignez pas dans la lettre de motivation que vous faites un vœu sur une autre formation en disant, bon, écoutez, je fais un vœu pour vous parce que vous êtes sympa, mais je suis surtout intéressé pour aller à Sorbonne. Enfin, honnêtement, ce que je vous dis là, c'est du bon sens, hein. Est-ce que la lettre de motivation doit être manuscrite ou donc Non, non, écrite, non, la lettre c'est-à-dire de motivation, elle est numérique, elle se fait dans le dossier de Parcoursup. et est-ce qu'on peut en mettre une si même si ce n'est pas demandé? Ah non. Alors, attendez, là, vous poussez, là, les amis. Moi, on me demande parfois en me disant, ah, mais elle est obligatoire, mais c'est chiant à faire. Et puis, alors, si jamais il n'y en a pas de demandé, vous voulez en faire une. Enfin, là, c'est le monde à l'envers. Euh, je le dis parce que je rigole, évidemment, hein. Mais parce que, vous voyez, moi, j'ai des candidats qui me disent, est-ce que je peux, par exemple, mettre des lettres de recommandation? Eh bien, en fait, nous n'autorisons pas les lettres de recommandation. Pourquoi? Parce que ça va être très discriminant socialement. Il y a ceux qui pourront en avoir, il y a ceux qui ne pourront pas en avoir. Et puis, je suis sûr d'une chose, c'est qu'une fois qu'on autoriserait les lettres de recommandation, il y a une formation qui va en demander deux, l'autre qui va en demander trois, l'autre qui va en demander une quand vous étiez au collège, une quand vous êtes dans le lycée. Et puis, enfin, c'est la course à l'échalote derrière. Et en fait, ça se fera au détriment des élèves. Donc, l'objectif, la lettre de motivation, soit elle est obligatoire parce que la formation s'en sert, soit elle n'est pas obligatoire et à ce moment-là, il n'y en a pas et il ne faut pas en mettre parce que la formation ne va pas regarder cet élément. Donc, ça ne sert à rien d'ajouter un élément que la formation ne va pas utiliser. Question, pratique. Vous avez parlé de PPE et de PASS. On vous Oui. demande ce que c'est. Ah, très bien, vous avez raison, pardon d'avoir jargonné. PPPE, c'est parcours préparatoire au professorat des écoles. Ce sont des licences particulières qui permettent finalement, dans le cursus pédagogique, à la fois d'avoir une licence, mais déjà d'avoir une articulation avec des établissements scolaires. Vous les retrouvez, vous pouvez utiliser, comme ça je donne une illustration concrète, vous cherchez dans le moteur de recherche en tapant PPPE, vous les retrouverez toutes au même endroit. Enfin, en tout cas, sur la fiche de formation, elle vous apparaît en route, il y en a à peu près dans chaque académie. PASS, qu'est-ce que ça veut dire? Parcours d'accès santé, ça me permet de faire un petit focus. Il y a aujourd'hui deux voies d'accès pour aller aux études de santé. Études de santé, ça regroupe médecine, pharma, orthodontie, ça regroupe, qu'est-ce qu'il y a d'autre? MMOP, Sage-femme. maïotique. Voilà, maïotique également. Donc, soit vous faites des formations en PASS, c'est parcours accès santé, ça veut dire une formation qui est principalement dédiée aux études de santé, puis vous avez une mineure disciplinaire, SVT, droit, économie, ça dépend des formations des universités qui proposent cette offre de formation. Les PASS ne sont proposés que dans des, entre guillemets, grosses universités où il y a des facultés de médecine. Les LAS, c'est une autre manière de faire et il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. N'écoutez pas ceux qui vous diraient que c'est plus noble de faire PASS plutôt que LAS. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie entre ces voies de formation. La LAS, c'est l'inverse. C'est d'abord une licence disciplinaire et ensuite, vous avez une mineure qui est études de santé. C'est par exemple une LAS SVT et avec une mineure santé. C'est une LAS droit avec une mineure santé. C'est une LAS philosophie avec une mineure santé. Quel est l'objectif? Un, diversifier les voies d'accès aux études de santé et donc derrière, diversifier les profils des médecins. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de médecins de profils différents, parce qu'il y a des besoins de santé dans nos territoires, dans notre population, qui sont très différents. Ce n'est pas la même chose d'être neurochirurgien que d'être médecin dans un EHPAD pour accompagner des patients. Donc, vous voyez, c'est une réponse à la diversification des profils. Au niveau des vœux, alors premier point, est-ce que l'on peut annuler des vœux? Oui, Et on si peut oui, annuler des vœux. Alors, quand on est jusqu'au 14 mars, je vous ai dit un peu, même si c'est une feuille de papier numérique, mais vous pouvez supprimer un vœu que vous avez déjà fait. Ce qui compte, c'est ce que vous allez me confirmer avant l'échéance du 14 mars, 23h59. Deuxième élément, une fois qu'on a passé la date du 14 mars, qu'on est à partir du 15 mars, vous pourrez supprimer un vœu
Mais vous ne pouvez pas en rajouter, vous ne pouvez pas dire j'en supprime un, mais j'en rajoute un. C'est fini, c'était le 14 mars. Et est-ce qu'on peut modifier? Donc la question exacte, c'est pour un concours, comment rajouter une formation dans une école de commerce, donc c'est le concours Sésame, lorsque le vœu est déjà saisi, faut-il éliminer le vœu saisi Non. et tout En fait, refaire ou il y a moyen de rajouter? quand vous êtes dans un concours comme par exemple Sésame, on a partagé, mais ça me permet de le rappeler, que ce soit le concours Sésame ou le concours Access ou le concours, je ne sais plus ce qu'il y a, Advance aussi, il y a plusieurs écoles. Vous avez fait un vœu sur le concours et vous pouvez compléter des sous-vœux. C'est ça. Donc vous pouvez en rajouter, évidemment, vous pouvez en enlever, mais vous pouvez en rajouter. Au niveau des renseignements complémentaires, donc on demande pour les sports, bien sûr, est-ce qu'on met tout ou est-ce qu'on met les plus récents? Est-ce qu'on peut mettre le BAFA? Est-ce que le fait justement de rajouter des informations complémentaires n'est pas une forme de discrimination par rapport aux élèves qui ne peuvent ou n'en ont pas beaucoup ou en ont très peu? C'est une bonne question que vous posez. Après, comment dire ça? Euh, Moi, je veux dire, et puis c'est un parti pris profond auquel je pense depuis très longtemps. On pourrait faire le choix de dire on ne prend en compte que les notes. Enfin, on est déjà un pays, entre guillemets, qui est un peu drogué à la note. On ne va pas considérer qu'il n'y a que la note qui fait le statut d'un élève. Moi, j'ai été élève, hein, comme vos enfants, comme vous aussi. Encore une fois, les notes, c'est important, mais ne pensons pas qu'il n'y a que les notes. Et un élève ne se résume pas à ses notes. Et alors, on peut penser en disant, est-ce que c'est discriminant? Enfin, honnêtement, celui qui fait poney, musique, violoncelle, etc., enfin, croyez-moi, de toute façon, c'est pas là-dessus qu'il fera la distinction. C'est aussi un élève qui sera très bon, sans doute, et parce que vous connaissez la situation de la réussite scolaire et du lien avec les catégories socio-professionnelles. Mais moi, ce que je voudrais, c'est plutôt que on soit dans une démarche dans laquelle on amène des jeunes qui ont déjà des activités. Il ne s'agit pas de se créer des activités pour le principe, mais des jeunes qui ont déjà des profils particuliers prennent l'habitude de les exprimer. Parce que vous avez un BAFA, parce que vous avez fait un stage, y compris le stage troisième, tout le monde l'a fait normalement. Et vous pouvez en avoir tiré un élément qui aide à la compréhension de votre parcours. Vous faites des activités sportives, ça peut être important, mais ça dit aussi une capacité qu'a votre enfant de maîtriser plusieurs agendas. Et quelque sorte, c'est une forme d'autonomie, c'est une forme de méthode. Voilà. Donc, moi, je comprends. Je rappelle que ça n'est pas obligatoire. On essaye de tenir compte d'un équilibre pour que ça ne soit pas un élément de discrimination, mais un élément de valorisation. Alors, il y a sans doute une dimension, enfin, comment dire, d'autocroyance dans ce que je vous dis, mais croyez bien que si jamais je ne le faisais pas non plus dans le cadre de Parcoursup, on aurait des formations qui de toute façon le demanderaient. Donc, je préfère anticiper et faire un cadre homogène et unique pour tous que d'avoir des cadres dans lesquels chacun demande à droite à gauche, parce que, je rappelle, l'objectif de Parcoursup, c'est un seul dossier et c'est une mesure de simplification. Cet objectif de simplification, il est fondamental parce que si on n'était pas là pour simplifier le process, vous auriez des demandes dans tous les sens. On revient un peu sur les rangs, le problème qui se pose, c'est quand les lycées ne communiquent pas ces rangs. Comment ça se passe? Comment Vous, fait-on? vous, le, vous verrez sur la fiche à venir ces éléments-là. D'accord. Pour les frais d'inscription à un concours, quand il y en Oui. a, à quel moment devrait-on les payer? Avant le S'il 3 faut avril, c'est-à-dire que si dans un concours, il est renseigné que pour accéder au concours, il faut avoir fait son inscription au concours, en quelque sorte, eh bien, il faut avoir satisfait à ce paiement avant le 3 avril, puisque c'est un élément essentiel pour la confirmation du vœu. J'en profite pour dire deux choses. Un, ça n'est jamais Parcoursup qui définit si c'est payant ou pas payant. Ce n'est pas moi qui ai cette responsabilité-là. Ce sont soit les conseils d'administration des établissements, soit des décisions nationales, mais ce n'est pas Parcoursup qui prend cette décision. Deux, moi, mon devoir, c'est de l'afficher, de manière à ce que ça soit clairement affiché dans le dossier du candidat pour que vous puissiez apprécier avec votre enfant si vous faites un vœu ou pas. Troisième chose,
Parcoursup ne touche jamais d'argent là-dessus. Je pense que vous en doutez, mais je le signale quand même. Mais Parcoursup facilite le moyen de paiement. Vous avez notamment accès à des dispositifs de type PayPal ou autres, je ne les connais pas tous, mais enfin, des modes de process qui vous permettent de payer en ligne de manière à faciliter la constitution du dossier. Des questions un petit peu techniques. Alors, premier point, si un élève a créé son compte sur Parcoursup, qu'il a fait des vœux et au final, il souhaite, je dirais, prendre une année de repos et je ne parle pas de césure, sans justement passer par le système de césure, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Est-ce qu'il doit l'indiquer sur Parcoursup? Est-ce qu'il laisse courir? Qu'est-ce qu'il fait? Non, alors, moi je vais vous dire, soyez serein, hein, Parcoursup, ce n'est pas obligatoire. Quand on n'a pas envie de faire Parcoursup, on ne fait pas Parcoursup. Hein. Je ne suis pas là pour vous courir après. J'allais dire, un candidat peut s'être inscrit et puis ne pas faire de vœux. Il peut ne pas confirmer ses vœux, et quand on ne confirme pas ses vœux, à ce moment-là, les vœux ne seront pas validés, et donc les vœux ne seront pas transmis. Par contre, évidemment, comme vous étiez déjà candidat, imaginons, parce que moi aussi, j'ai un peu l'habitude aussi de la relation avec les lycéens, c'est votre appréciation aujourd'hui, puis je ne sais pas quoi, au mois de mai, l'élève change complètement d'avis et finalement, oui, il veut absolument faire des études. Alors, des fois, c'est une raison personnelle qui le motive, il a rencontré, il a vu une profession, il a vu quelque chose qui l'a vraiment intéressé, puis super, il a eu le déclic. Et puis, de temps en temps, c'est des choses très concrètes. Mon meilleur copain ou ma petite copine, eh ben, elle va faire ci, elle va faire ça, et je veux la suivre. Enfin, honnêtement, c'est la vraie vie, ça. Eh bien, il pourra revenir en phase complémentaire, par exemple, et formuler des vœux sur la phase complémentaire où on peut à nouveau faire des vœux sur des formations qui ont des places vacantes. Donc, n'abandonnez peut-être pas toujours la possibilité, au moins de s'inscrire pour se préserver un potentiel choix pour plus tard. La deuxième chose, c'est dialoguer avec les enseignants, peut-être pour le dire, parce que les enseignants, nous les accompagnons et ils ont tous un petit tableau de bord, le professeur principal dans chaque classe, pour repérer qui a fait des vœux, qui n'a pas fait de vœux, qui n'est pas intéressé. Et je crois que c'est intéressant pour eux de savoir dans la classe, il y a Laurent ou il y a Stéphanie n'a pas fait de vœux. Et des fois, c'est peut-être un peu pour creuser. Est-ce que c'est une question de timidité? Est-ce que c'est une question de choix volontaire? Est-ce que c'est une question d'incertitude? Voilà, on est là aussi pour prendre en compte. Je donne un dernier point dans ces questions un peu générales pour parler d'une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui existe. Parmi vous, il y en a certains qui vont déménager parce que d'un point de vue professionnel, finalement, on est là au mois de mars, vous habitez à Grenoble, et puis au mois de septembre, vous habiterez à Lyon ou encore plus loin, imaginons à Brest. Eh bien, c'est possible sur Parcoursup, évidemment, et on peut prendre en compte pour les formations de licence. Je vous ai dit qu'il y avait des priorités géographiques. Eh bien, vous pourrez informer l'académie par la messagerie contact en disant, voilà, on a une situation, les parents déménagent. Sans doute que vous allez faire des vœux à l'université de Brest, parce que ce sera votre nouvelle destination. Eh bien, même si vous habitez encore à Grenoble, dès lors que l'académie va savoir que vous allez déménager à Brest, eh bien, à ce moment-là, elle pourra tenir compte, nous tiendrons compte dans le dossier, en rendant votre enfant aussi bien prioritaire à Grenoble, parce que peut-être qu'il y a encore une petite incertitude et quand même votre enfant a fait des vœux à Grenoble, mais aussi prioritaire à Brest, parce que c'est là où vous avez vocation à habiter au mois de septembre. Donc, vous voyez, Parcoursup est habitué aussi à gérer des situations de vie quotidienne, qui sont celles, évidemment, que vous connaissez. Vous avez anticipé la question, elle avait été posée par la suite. Je Ah, vous en remercie. vous voyez, C'est c'est l'apprentissage, ça. c'est ça. Pour une question un peu aussi technique et bien particulière, pour les conservatoires à rayonnement régional sur concours, est-ce que l'on passe par Parcoursup? Et combien de vœux par conservatoire? Alors, j'avoue que je ne suis pas spécialiste en musique. Je me suis arrêté très, très tôt en musique, pour tout vous dire. À la flûte? Mais aussitôt qu'en mathématiques, c'est vous dire. Il peut y avoir parfois des formations sur Parcoursup qui ne sont présentées qu'en affichage parce que leur organisation. Donc, de toute façon, si vous connaissez un conservatoire, tapez son nom sur le moteur de recherche Parcoursup. Soit il est présent sur Parcoursup et ça veut dire que vous passez sur Parcoursup, soit il y a une spécificité pour quelques formations du spectacle vivant pour lequel on fait simplement de l'affichage et ensuite les candidatures se font au niveau de l'établissement. Si c'est le cas, ça sera explicitement dit sur la fiche de formation.
On va peut-être continuer. Ouais. Juste une remarque qu'on nous fait, c'est vrai que malheureusement, les élèves qui, aujourd'hui sont en terminale ont subi, les mesures Covid et beaucoup n'ont malheureusement pas pu faire de stage en troisième. Donc c'est un peu Et non, difficile de mettre les malheureusement, points pardon? d'avant. Ils n'ont pas pu faire le stage en troisième. Oui. Et Alors, là voilà, donc aussi, ils n'ont pas cette expérience-là à mettre en avant. ouais, bon, là aussi, il faut relativiser, hein. Moi, vous savez, Mais ils sont tous pareils. moi, il y en avait pas à mon époque. Et voilà, j'ai fait d'autres vœux et ça n'empêche pas. Encore une fois, euh, euh, je pense qu'il faut, enfin, faut aussi avoir, c'est pas, enfin, soyons pas que utilitaristes. Moi, je l'ai pas dit et je veux le dire parce qu'on est entre nous. Parcoursup, c'est le premier vœu. La première étape et le premier choix pour l'enseignement supérieur. Beaucoup de vos enfants vont ensuite se réorienter. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en échec, ça ne veut pas dire qu'ils se sont trompés, ça veut dire que la maturité de leur choix va se faire progressivement. Mais enfin, comme chacun d'entre nous, moi, pour tout vous dire, j'ai commencé au ministère de l'Intérieur, maintenant je suis au ministère de l'Enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a une logique? J'en sais rien, mais simplement c'est la mienne. Est-ce qu'elle est bien? Ben, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est la mienne et je suis satisfait de ce que je fais. Mais voilà, on aura tous des parcours très variés. Donc, et c'est pas parce que, enfin, je le dis aussi parce que des fois, on se met une angoisse comme ça, un peu de dingue, en disant ah oui, mais j'ai fait ci pour aller là et puis je pourrais pas aller ci. Enfin, l'autre jour, je vous dis, j'ai lu dans une enquête du Monde Campus il y a une semaine, 45% des étudiants qui sont sortis d'un master sont dans un domaine d'emploi qui n'a rien à voir avec leur formation initiale. Et ben voilà, c'est l'occasion de relativiser. Je pense que voilà, vous êtes là pour accompagner vos enfants, évidemment, et c'est pas simple. Hein, je suis pas là pour donner des leçons du tout. Ayez un peu de recul. Ce qui compte, c'est ce qu'il va emmagasiner pour lui et qui va lui servir tout au long de sa vie. Voilà, donc s'il n'y a pas eu de stage, il y a peut-être d'autres choses qu'il a fait. Puis s'il n'y a pas eu d'autres choses, de toute façon, il y a son dossier scolaire. Et puis, s'il n'y a pas que son dossier scolaire, ça ne va pas l'empêcher non plus d'aller dans des choix de formation. Je répète, je le dis aussi parce qu'il faut se rassurer à partir de ça. 95% des lycéens ont eu au moins une proposition d'admission. Si je détaille, les élèves du bac général, c'est 98% d'entre eux. Le bac techno, c'est à peu près 87% d'entre eux, et la voie technologique, c'est autour de 80%. Voilà, il y a des fois moins de formation pour les bacheliers professionnels, mais on essaye de donner des priorités d'accès pour les BTS. Donc, voilà, rassurez-vous aussi, dans cette étape-là, il n'y a pas besoin d'avoir un dossier béton armé. Voilà, prenez le dossier tel qu'il est aussi. Et je crois que ce qui est important, vous voyez, la lettre de motivation, là aussi, il n'y a pas besoin d'un coach pour vous aider à rédiger une lettre de motivation. On vous met une petite vidéo, on vous met des éléments de dossier, et il faut que votre enfant s'exprime simplement, naturellement, et exprime ce qu'il a envie de faire. Les enseignants du supérieur ne veulent rien d'autre. Je vous propose de continuer et Oui, puis on verra les dernières questions, bien à la sûr. fin. Alors, ce que je fais les 3 derniers slides, c'est un peu pour se rappeler quelque chose en commun. Et puis, ça permet de dire aussi à tous les parents qui sont là, on aura une 3e session au mois de mai. J'ai oublié la date, mais je suis sûr que vous saurez la redonner à tous les parents, dans lequel on parlera plus spécifiquement de la phase d'admission pour vous accompagner au mieux. Donc, c'est simplement pour se dire qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette phase de candidature. Après que les vœux aient été confirmés, le 8 avril, je transmettrai tous les dossiers définitifs vers l'ensemble des formations d'accueil. Je le rappelle parce que Parcoursup, c'est une porte ouverte vers les légendes urbaines, les rumeurs, les fantasmes. Il n'y a aucun algorithme de Parcoursup qui fait l'analyse des dossiers. Aucun. Ce sont les enseignants des supérieurs qui analysent les candidatures dans le cadre d'une commission d'examen des vœux. Cette commission, c'est elle qui a défini les critères qui sont affichés sur la plateforme Parcoursup et qui en rendront compte dans un rapport d'examen des vœux. Vous pouvez retrouver ce rapport d'examen des vœux de l'année 2023 dans la rubrique, en bas de la rubrique, comprendre les critères d'examen des candidatures. Est-ce que ces formations d'accueil, ces enseignants utilisent des logiciels, des tableurs Excel? La réponse est oui, parce qu'on est en 2024. Est-ce que ça vous étonne? Sans doute pas. Est-ce que ça veut dire que c'est leur ordinateur qui choisit indépendamment de ce qu'ont choisi les enseignants? Non. Quand vous faites une recette de cuisine et que vous la tapez sur votre tableau Excel pour vous rappeler des ingrédients, personne ne dit qu'à la fin, c'est votre ordinateur qui a fait, qui a fait les crêpes.
Je dis ça parce que la Chandeleur, c'était hier. Mais ben voilà, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des formations qui sont très sélectives et que donc critères difficiles? Oui, mais elles étaient déjà très sélectives avant que Parcoursup soit né. Est-ce qu'il y a des formations qui sont ouvertes à tous et qui vont accueillir tous les candidats? La réponse est oui, et il y en a beaucoup sur Parcoursup. Ce n'est pas parce qu'il y a certaines formations très sélectives dans des territoires des fois ciblés. Moi, je vous donne un exemple très concret. J'étais la semaine dernière invité par la conférence des doyens de droit de toutes les facultés de droit. Il y a des facultés de droit sans doute à Paris ou en région parisienne dans lesquelles il y a beaucoup de monde et qu'elles sont très tendues, mais il y a d'autres coins du territoire dans lesquels il y a des formations qui accueillent tout le monde. Donc n'hésitez pas à regarder les taux d'accès pour chacune des formations et ne vous laissez pas non plus aveuglé par les étoiles parce que avoir un diplôme de Paris 2 Assas, ça serait super bien. Ben, oui, mais avoir un diplôme de l'université de Grenoble-Alpes en droit ou de l'université de Lyon ou de l'université de Bordeaux, c'est super aussi. Voilà, je le dis. Parcoursup garantit aussi la liberté de choix, la possibilité de garder des vœux quand on est en liste d'attente. Vous verrez, ça fera partie des points qu'on évoquera quand on se retrouvera au mois de mai, que je vous explique comment ça marche concrètement. Si on va sur la slide suivante, Parcoursup, c'est aussi une stratégie, je l'ai évoqué, mais je voudrais le dire concrètement, d'égalité des chances et de réussite. Un, il y a une priorité accordée aux lycéens boursiers dans chaque formation, y compris les plus sélectives. Deux, on a même une aide financière à la mobilité pour les lycéens boursiers qui s'inscrivent sur Parcoursup. Lorsqu'ils changent d'académie, il y a une aide financière de 500 € que Parcoursup leur signalera et qu'ils pourront demander auprès du Centre national des œuvres universitaires, le CNUS. Nous prenons en compte les parcours des jeunes qui sont dans des cordées de la réussite, c'est-à-dire là où on cherche à pousser l'ambition de jeunes qui sont parfois dans des établissements dans lesquels on a moins l'habitude d'être habitué à l'enseignement supérieur que dans d'autres territoires. C'est le lycéen qui décide si cette information fera partie de son dossier. Mais en tout cas, moi, j'invite à le faire. Il y a à peu près aujourd'hui près de 200 000 lycéens qui sont inscrits dans ces cordées. Nous avons des places priorisées sur Parcoursup pour les lycéens professionnels pour aller dans les BTS. Nous avons des places priorisées pour les lycéens technologiques pour aller dans les IUT, les bachelors universitaires technologiques. Et je le dis très concrètement, si, je ne sais pas, ça va être dans la première semaine de mars sans doute, ou à la fin de la première semaine de mars, je vois que votre enfant qui est lycéen professionnel n'a fait aucun vœu dans un BTS, je lui écrirai directement, et donc si vous avez mis vos coordonnées dans Parcoursup, vous recevrez ce même message, et je lui rappellerai qu'il a des places priorisées dans ses formations et qu'on l'invite à faire des vœux. S'il n'a pas envie d'en faire, je ne l'oblige pas, moi, mais simplement je veux alerter. Évidemment, le professeur principal dans une classe aura le même type d'alerte. De la même manière, si un lycéen technologique ne fait pas de vœux dans les bachelors universitaires technologiques, alors qu'il y a des places priorisées pour son profil, nous lui écrirons. Il reste libre de faire ou de ne pas faire, mais au moins on l'aura informé et ses professeurs principaux pourront aussi avoir un dialogue avec vous. Dernière slide, peut-être, c'est la phase d'admission, juste parce que je fais mon teasing pour notre troisième session d'échange au mois de mai. Cette session d'admission, elle se déroulera du 30 mai jusqu'au 12 juillet. Évidemment, il y aura la phase du baccalauréat, on aura des phases d'accompagnement, il y a même une phase de complémentaire dans Parcoursup qui permet de faire de nouveaux vœux sur des places qui sont vacantes. Voilà, on y reviendra abondamment dans notre troisième échange parce que ça sera le temps de s'y intéresser. Mais voilà, je voulais vous donner un peu la perspective des prochains mois une fois que les vœux auront été faits. Je finis par m'interroger si Tom Geneviève a pu rentrer, puisque je crois que ça fait 3/4 d'heure que je le vois ici de rentrer. Mais voilà, on va peut-être avoir d'autres questions de parents, n'hésitez pas. Ce n'est pas une mauvaise volonté, mais parfois on a comme ça des profils qui n'arrivent pas à se connecter. On a beau les accepter. Donc oui, on a un peu de questions. Alors, une question un peu générale, mais je tiens quand même à vous la poser parce qu'elle me semble quand même inquiéter beaucoup de parents. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des notes moyennes dans un excellent établissement ou des notes excellentes dans un établissement moyen? Est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule? Voilà. Enfin,
sortons de ça. Enfin, je veux dire vraiment. Alors, soit vous voulez aller vraiment dans le lycée Nec plus ultra et vous vous dites c'est absolument important. Ils auront que des excellents élèves. Donc, que ce soit vous soyez dans un excellent lycée ou un lycée plus moyen, voilà, de toute façon, il faudra être excellent. Donc, je crois que la question est secondaire. Je vous le dis parce que, enfin, voilà, on est entre nous, puis moi, je parle franchement. Euh, euh, Moi, j'ai mon neveu, il est dans un lycée de province, qui est un bon lycée dans sa ville où il est, et il y a ses copains, il est en première, et il y a ses copains qui lui ont dit, ah, tu devrais changer de classe, tu devrais changer de lycée pour l'année de terminale, parce que tu verras, tu auras des meilleures notes, qui est un peu la même question, un peu différente. Et donc, du coup, moi, je lui ai dit, mais est-ce que dans ton lycée actuellement, puisque tu me dis qu'en fait, il faudrait que tu changes de lycée, est-ce que dans ton lycée, finalement, bah, il n'y a plus personne en terminale parce que tout le monde a eu peur et tout le monde est parti? Il dit, ah ben non, 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 ça reste le lycée le plus demandé dans la ville. Bah alors, ça veut bien dire que ces élèves-là ne sont pas pénalisés. Je crois qu'il faut arrêter de se sortir de ces questions-là. Est-ce que je suis allé dans tel lycée? Parce qu'après, vous savez, l'autre jour, j'ai vu un reportage qui me disait la chute de la natalité. Est-ce que Parcoursup n'est pas un facteur de la chute de la natalité? Voilà, enfin, on peut toujours tirer avec des si, Cléopâtre, vous savez. Donc voilà, moi je voudrais rassurer tout le monde. Ce qui compte, c'est ce que votre enfant va choisir. Qu'il aille faire, vous voyez, je peux répondre plus facilement. Est-ce qu'il faut qu'il prenne absolument tel enseignement de spécialité pour être moyen plutôt que d'aller dans l'enseignement de spécialité où il va se révéler qu'il va le passionner, où il va être un excellent élève? Eh bien, j'ai aucun doute. Il faut qu'il fasse les études qui l'intéressent. Alors évidemment, s'il veut faire des études de sciences et qu'il n'a aucun EDS scientifique, ça sera compliqué. Mais encore une fois, c'est du bon sens. Mais arrêtons de nous mettre des espèces de pression sur chacun élément, tel lycée, puis ensuite ça sera est-ce que dans le collège, etc. Enfin, vous voyez, on ne s'en sort pas. Moi, je voudrais vraiment relativiser cette chose. 95% des lycéens ont eu au moins une proposition. En moyenne, ils en ont eu 6. Vous avez bien compris que 95% des élèves ne sont pas tous dans le même lycée. Donc voilà, c'est ma réponse. Question pratique. Qu'est-ce que la phase complémentaire? En quelques mots, puisque vous La phase l'aborderez. complémentaire, et que vous voyez ouvrira à partir du 11 juin, c'est une phase qui permet de reformuler de nouveaux vœux sur des formations qui ont toujours des places vacantes. Ça veut dire que cette formation, elle était en phase principale, et puis qu'en fait, au 11 juin, bah, tous les candidats, enfin des étudiants ont accepté cette formation, mais il lui reste des places vacantes, donc je les remets en jeu en quelque sorte, et vous pouvez reformuler des vœux. Ça permet à des candidats qui n'ont pas eu de proposition en phase principale d'en trouver. Chaque année, c'est de l'ordre de 80 000. Mais ça permet aussi à un candidat qui a eu des choses en phase principale, mais qui tout d'un coup change parce qu'il veut changer d'orientation, parce qu'il veut changer de territoire, parce qu'il veut changer pour tout un tas de raisons personnelles et individuelles, eh bien, il reformule des vœux sur Parcoursup à travers cette phase complémentaire. Si je ne fais qu'un seul vœu, est-ce que je me mets en danger? La réponse est dans la question. Oui. Je tenais quand même à vous vous mettez absolument en danger, mais même, je vais vous dire, c'est qu'en fait, au-delà de se mettre en danger, pour moi, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas assez réfléchi à votre projet d'orientation, parce que il n'y a pas qu'une seule formation pour aller vers le domaine que vous voulez aller. Je donne un exemple très concret. Je veux faire de l'informatique. Le lycéen ou la lycéenne, et moi j'encourage les lycéennes à aller dans ce champ-là, il n'y a pas assez de jeunes filles qui vont vers les études d'informatique. Là, Eh je bien, prends le cas concret. On est en STHR et l'élève veut faire qu'un BTS MHR. mais il y en a plusieurs déjà sur le territoire. Il y en a plusieurs. Oui, mais ce ne serait que des BTS MHR. Ah, mais alors, c'est pas qu'un seul peu, ça. Vous voyez bien que ça peut être. Vous pouvez choisir Mais moi, ce que je vous invite à faire, parce que c'est l'hôtellerie-restauration qui vous passionne, regardez, est-ce qu'il y a des formations similaires? Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'hôtellerie-restauration, hein, je vous le dis très, très honnêtement. Mais regardez ce qui est proposé dans les formations similaires. Il y a peut-être des formations que vous ne connaissez pas. Alors, peut-être que ça ne marche pas sur hôtellerie-restauration, j'en sais rien, mais je sais que chaque année, il y a des jeunes qui découvrent des formations dont ils n'avaient jamais entendu parler et qui peuvent être des formations qui répondent exactement. Et puis, si vous n'en êtes pas sûr, vous contactez l'établissement, vous participez à la journée porte ouverte, vous vous apercevez tout d'un coup que oui, tiens, c'est intéressant. Non, ça ne l'est pas. Enfin, moi, je ne crois pas à les destins uniques.
Enfin, vous voyez, encore une fois, je vous dis, mais je ne suis pas là pour vous prescrire et vous dire c'est comme ci qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut penser. Je vous donne des éléments de réflexion et ensuite, c'est vous qui, en quelque sorte, faites votre propre raisonnement. 45% des étudiants de master travaillent dans des voies de formation qui n'ont pas rapport avec leur formation initiale. Voilà, ça doit nous faire réfléchir tous collectivement. Ça veut dire qu'on peut aller vers un parcours et puis changer de parcours. Voilà, donc moi, faire qu'un seul vœu, c'est dangereux. Penser à diversifier vos vœux. Puis si ensuite, à l'issue, parce que du dialogue et puis des échanges, eh bien, en conscience, sans que ça soit un choix par défaut, cet élève aura choisi de faire que des vœux sur MHR et aura fait quelques vœux sur plusieurs établissements, ça restera son choix. Et moi, je ne le méconnais pas, il a le droit de le faire. Ce que je veux éviter simplement, c'est ceux qui, par le premier réflexe, c'est de faire qu'un seul vœu, puis qu'après, on n'en sort pas parce qu'on n'a pas poussé un peu la réflexion. Voilà. Comment faire quand on veut prendre une filière? Alors là, j'ai un exemple de filière LAS avec une option STAPS. Apparemment, ce sont 2 licences. Comment ça se passe concrètement au niveau de Parcoursup? Est-ce qu'il faut, comment on articule cette option STAPS? Normalement, en fait, alors ça, tout doit être écrit dans la fiche formation. Je ne suis pas un spécialiste, hein, donc moi, ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est vous retrouvez sur cette fiche formation, vous avez un contact administratif pédagogique. Vous n'hésitez pas à le contacter. Autrement, vous pouvez aussi contacter le numéro vert, 0800 400 070. Il y a des conseillers et ils voient votre dossier en direct. C'est-à-dire qu'au moment où ils vous répondent, ils voient votre dossier. Troisième chose, vous avez la messagerie contact dans Parcoursup où vous posez des questions un peu techniques de cet ordre-là. J'avoue que là, je ne sais pas si c'est une colle, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je préfère vous renvoyer vers les collègues qui sont en capacité de vous répondre plutôt que moi de dire une bêtise. Une remarque qui nous a été faite suite à un enregistrement, donc de vœux par rapport à des BTS. L'élève vient d'être contacté par un des établissements, on nous demande si c'est normal. Est-ce que ça doit être un BTS en apprentissage? Parce que un BTS en apprentissage, il peut y avoir des prises de contact. L'objectif, c'est d'essayer de faciliter la prise de contact pour essayer au plus tôt de prendre des contacts pour trouver un employeur. Ceci étant, je vous le dis très sincèrement, si c'est des BTS sous statut étudiant, ils n'ont pas vocation à vous appeler. Si vous avez un signal, enfin, vous pouvez faire un signalement par la messagerie contact en nous communiquant à nous qu'il y a un comportement qui vous semble anormal parce que, en gros, on est en train de vous faire je ne veux pas dire du harcèlement, mais vous voyez ce que je veux dire. Deux, vous n'êtes jamais obligé de communiquer à n'importe qui. Vous n'êtes jamais obligé de communiquer la liste des vœux que vous faites. Chaque formation n'a connaissance que du vœu qui l'intéresse. Et puis, troisième chose, là aussi, c'est un message de prudence que je diffuse pour tous. Si c'est un BTS en apprentissage, il a le droit de vous contacter pour essayer de vous mettre en relation avec des employeurs pour chercher au plus tôt et finalement pour anticiper. Il n'est pas là non plus pour vous vendre des formations qui sont en dehors de Parcoursup. Là aussi, si vous avez des signalements à nous faire, on est là. Moi, mon boulot, c'est pas de faire de la police. Je ne suis pas policier, ni gendarme. Par contre, s'il faut le faire, je le ferai. Voilà. Donc, faites-nous des signalements quand vous avez des comportements qui ne vous semblent pas. Les formations ne peuvent vous contacter que dans une perspective d'accompagner votre enfant, pas autre chose. À partir de quel moment les organismes de formation ont-ils la liste des élèves qui postulent? Et est-ce qu'ils ont cette liste? Alors, en fait, ils voient les vœux qui se formulent, mais encore une fois, les vœux ne sont considérés comme définitifs que quand ils seront admis, enfin, quand ils seront confirmés, pardon, au 3 avril. Pourquoi ça les intéresse qu'ils regardent? C'est parce que pour certains, ils organisent des concours, des épreuves écrites, des épreuves orales et qu'ils ont besoin de fixer des jauges. S'il y a une épreuve écrite en présentiel, il faut louer des salles. S'il y a des épreuves des salles, il faut organiser les épreuves d'oraux. Mais voilà, les vœux sont définitifs. Donc, en fait, en quelque sorte, qu'une formation voit la liste de vœux
est une chose pour apprécier mais ils ne font pas l'examen des vœux avant le mois d'avril. Ça, nous leur indiquons clairement. Et deux, ils ne voient que le vœu que vous avez fait pour cette formation. Ils ne voient pas les vœux que vous avez fait en dehors. Et puis, troisième chose, si demain matin ou même cet après-midi, vous annulez ce vœu parce que vous voulez faire autre chose finalement, eh bien, voilà, ce vœu aura disparu de leur liste. Tout à l'heure, vous aviez parlé de formations non sélectives et notamment les formations de médecine. Ça a fait un petit peu rebondir parce que, du coup, il y a eu le mot un peu tabou du classement. Donc, ça veut dire que l'on prend que les meilleurs choix alors que les formations sont non sélectives. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction? Alors, il n'y a pas de tabou. Pourquoi ça serait un mot tabou? Parce que s'il n'y a pas de classement, c'est le tirage au sort. Je ne crois pas que ce soit ce que vous vouliez. Enfin, je veux dire, je suis honnête. Hein. Enfin, je veux dire, s'il y a 10 000 personnes et qu'il y a 3 000 places dans la formation, moi, il n'y a pas. Soit on fait un classement qui est en fonction du mérite, et ça me paraît acceptable, soit il n'y a pas de classement, et à ce moment-là, ben, comment on fait? Moi, je ne suis pas capable d'accueillir 10 000. Vous savez, il y a même des responsables des services incendie sécurité qui veillent à faire respecter qu'on ne peut pas accueillir 10 000 personnes dans un amphi de 3 000. Enfin, il y a plusieurs amphis pour arriver à 3 000. Deuxième chose, ça veut dire qu'on prend que les meilleurs. Mais attendez, non. Il y a des formations non sélectives dans lesquelles il n'y a pas de tension. Chaque année, et je sais parce que ça me vaut des fois des interpellations, pour aller dans les études de médecine, si vous voulez faire à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, eh bien, sur les passes de ces formations, elles ne sont pas pleines. Et chaque année, il y a des candidats en phase complémentaire. Je crois que quelqu'un avait évoqué c'est quoi la phase complémentaire. Eh bien, il y a des candidats de métropole qui refont des vœux. Deux passes. Oui, il y a sans doute de la tension, mais il y a des LAS, des licences d'accès santé, dans lesquelles il n'y a pas de tension. Donc, enfin, veut dire, regardons le sujet sous tous ses angles. Alors après, on peut se dire, oui, mais alors Parcoursup a organisé la sélection. Non, Parcoursup prend en compte le fait qu'il y a un certain nombre de candidats, il y a des formations en tension et qu'à un moment donné, il faut bien arriver à organiser un classement qui soit le plus objectif possible et le plus fondé sur le mérite des élèves. Est-ce que pour aller dans le PASS à l'université Paris-Cité, c'est très sélectif? La réponse est oui. Est-ce que pour aller dans n'importe quel pass sur l'ensemble de France, toutes sont très sélectives? La réponse est non. Est-ce qu'il y a d'autres voies d'accès? La réponse est oui. Les licences avec accès santé. Donc, voilà, il y a des endroits où les formations sont très sélectives. Je vais vous faire une confidence, elles l'étaient déjà avant Parcoursup. Il ne faut pas se leurrer. Mais néanmoins, ça n'empêche pas de conduire des études de santé. Est-ce qu'il faut être bon pour faire des études de santé? La réponse est oui. Là aussi, ce n'est pas Parcoursup qui a créé ça. C'était déjà le cas bien avant. Ce qu'a fait Parcoursup, même et en cohérence avec la réforme du lycée, c'est qu'aujourd'hui, on change les profils de ceux qui sont admis dans les passes. Avant, on disait, il faut faire mathématiques. Si tu n'as pas fait mathématiques, tu ne peux pas aller faire médecine. Ben, la réponse aujourd'hui n'est plus la même. Les profils les plus admis pour ceux qui font des études de PASS, c'est le profil de ceux qui ont fait sciences et vie de la Terre et physique-chimie. Ça n'empêche pas de faire des mathématiques, mais on peut faire mathématiques complémentaires par ailleurs pour avoir ce profil. Quelques mots sur la réorientation. Comment ça se passe si un élève a fait une réorientation donc en première, en cours de Alors, première et terminale? ah ben, Au niveau des mais notes, ça, peu importe, puisqu'en fait, nous, on prend les élèves, les lycéens, qui ont, y compris si en cours de lycée, ils ont changé leur orientation, à la limite, tant mieux pour lui si c'était son choix, mais on le prendra en compte dans son dossier, on prendra en compte ce changement de trajectoire. Après, il y a la réorientation via Parcoursup lorsqu'on était inscrit déjà comme étudiant et qu'on veut changer de voie. Et bien, Parcoursup permet cette réorientation pour permettre de passer d'un BTS vers une licence, passer d'une licence vers un bachelor universitaire technologie. Voilà. Il y a 163 000 étudiants qui, l'an dernier, ont fait des réorientations sur Parcoursup. Alors, je pense que ça va être la dernière question parce que je crois que vous vouliez vous arrêter à midi. J'ai une question un peu pessimiste. Comment anticiper dans Parcoursup une non-réussite en première année d'études PASS ou autre? Comment, pardon? Attendez, juste parce que vous êtes bien sûr d'entendre bien la question, pardon.
Alors, comment anticiper dans Parcoursup une non-réussite, si c'est possible, à la première année d'études? Alors, l'exemple donné, c'est PASS, mais ça pourrait être n'importe Alors, quelle première année. je pense que je vais faire une réponse spécifique à PASS et puis une réponse plus générique parce que c'est vraiment un cas très particulier. Que l'on ait fait PASS ou LAS, je le rappelle, et j'insiste, il y a 2 voies d'accès aux études de santé. Il n'y en a pas une qui est plus noble que l'autre. Au terme de cette première année, il y a une sélection pour aller aux études de santé. Soit vous validez votre année de passe, vous réussissez la sélection, vous accédez à 2e étude de santé et vous êtes parti pour 5-6 ans d'études de santé, voilà, que vous passiez pharma, médecine, odonto ou maïeutique. Il y a une autre situation, vous validez votre première année de passe, mais vous ne réussissez pas les sélections pour aller en 2e année de médecine. Eh bien, on va vous proposer de suivre dans votre mineur disciplinaire la 2e et la 3e année pour arriver à avoir une licence. Et au terme de la 2e ou 3e année, vous pourrez retenter le concours. Vous avez droit à 2 chances pour passer le concours des études de santé. Deuxième chose, c'est une réflexion plus générale, au-delà du secteur très particulier, parce qu'il n'y a quasiment qu'en PASS où il y a cette sélection qui intervient au terme de la première année, au terme de PASS ou de LAS. D'une manière générale, alors, on peut anticiper une non-réussite parce que on regarde les attendus de la formation, ces exigences qui sont affichées sur Parcoursup, et on s'aperçoit qu'en fait, cette formation ne correspond pas à ce qu'on veut faire. On peut anticiper une non-réussite parce qu'on participe aux journées portes ouvertes et qu'on s'aperçoit en disant bon, ben moi, j'ai vu la série sur Netflix Avocat, ça a l'air vraiment bien. Par contre, je suis allé à la journée porte ouverte et j'ai vu ce qu'on fait en première année de licence de droit et je vais m'ennuyer, pour ne pas dire autre chose. Et donc, l'ennui, ce n'est pas le moteur de la réussite, enfin, je veux dire clairement, quoi. On peut anticiper, et moi aussi je vais être positif, on peut anticiper la réussite aussi, pas que anticiper la non-réussite. On peut anticiper la réussite parce qu'on s'est aperçu que le contenu de la formation, les attendus correspondent exactement à ce qu'on aime. Et le premier moteur de la réussite, c'est votre envie. Je ne veux pas faire du Johnny Hallyday, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment ça, c'est votre motivation, c'est ça qui va faire votre intérêt. Et puis, encore une fois, je le redis, parce que même si on a une culture judéo-chrétienne qui a fait que l'échec, on a du mal avec, et qu'en fait, on considère que c'est une tâche, en fait, il ne faut pas le considérer comme ça. Il y a des candidats qui se réorientent, des étudiants qui se réorientent et qui sont en réussite. Simplement, eh bien, leur première expérience ne correspondait pas exactement à ce qu'ils voulaient. 1, parce qu'ils n'y étaient peut-être pas préparés. 2, parce que tout d'un coup, ils ont eu la révélation plus tard. Et que, moi, je le dis à tous les lycéens, ne pas savoir ce qu'on veut faire, ce n'est pas une maladie. Ça nous arrive tous. Et ça m'est arrivé aussi comme eux. Donc voilà, essayez peut-être, si on souhaite aller vers l'enseignement supérieur, d'essayer de se renseigner, de se préparer, connaître les formations pour essayer de faire le meilleur choix. Et puis, si jamais ce choix n'est pas celui qui était le plus pertinent, eh bien, on pourra changer d'avis. Vraiment, il y a des passerelles qui s'organisent, il y a la possibilité de se réorienter par Parcoursup. Vraiment, les parcours sont non linéaires aujourd'hui et c'est aussi une richesse. Donc voilà, il ne faut pas non plus s'angoisser. Moi, je préfère quelqu'un qui réussit ses études supérieures plutôt que de réussir sur Parcoursup. Réussir sur Parcoursup, vous savez, ça peut être facile. Je prends une formation dans laquelle il n'y a pas de monde, je reçois vite une proposition d'admission, j'y vais. Simplement, ça ne me plaît pas. Ben voilà, vous avez réussi Parcoursup, mais vous n'avez pas réussi votre parcours d'études. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils réussissent, que vos enfants, et avec vous, réussissent leur parcours d'études. C'est ça qui est intéressant. Donc, Parcoursup, c'est un moment, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est un moment dans lequel il faut passer. Moi, je suis là pour que vous vous accompagniez pour que ça se passe bien, et ça se passera bien. 95% des lycéens ont eu au moins une proposition, ils ont eu en moyenne 6. Honnêtement, je vous le dis en confession, si ça se passait si mal que ça, je ne serais plus là. On m'aurait chassé. Il se trouve qu'on ne m'a pas chassé, donc c'est aussi un signal que ça se passe quand même pas si mal que ça. Je vous remercie. Donc, nous allons clôturer sur ces points positifs. Alors, certaines questions sont restées non abordées, mais vous y avez répondu un petit peu de façon globale.
Il y aura donc une troisième étape où certaines réponses seront également fournies à ce Ouais. moment-là. Je vous inviterai à vous connecter le moment venu. Je rappelle que ce webinaire sera accessible d'ici quelques jours sur la chaîne de la fédération PEP. Vous aurez à nouveau donc à la fois la présentation et les éléments de réponse que vous nous avez apportés. Je tenais vraiment à vous remercier, Monsieur Teilhard. Vous êtes très clair. Vous avez la patience de répondre moult fois à des questions qui vous ont été posées certainement plus d'une fois et je vous en remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous souhaite une Écoutez, bonne journée et un bon week-end. merci à tous, merci aux collègues de la PEP et puis au plaisir de vous retrouver. Bon vœu à tous, j'allais dire. Merci.